Bonjour, et bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec notre présidente de la chaire, Elisabeth Denner de chez Bearing Point, de vous accueillir pour ce 36e petit déjeuner et le troisième épisode de Le Retail dans le monde d'après. J'en profite pour dire et rappeler maintenant que la formule, c'est un mois sur deux le petit déjeuner, je dirais plutôt d'essence parisienne, et un mois sur deux d'un des campus européens de l'ESCP. Alors, le Covid, donc l'impact du Covid et de la pandémie sur le commerce, c'est donc le troisième épisode. Nous sommes ravis, comme d'habitude, d'accueillir des invités, des grands témoins sur le sujet. Comme d'habitude, nous allons combiner une approche académique, scientifique, avec des témoignages de grands professionnels. Et donc, je suis tout de suite absolument ravi d'accueillir, et je les remercie vivement, donc Monsieur Nicolas Houzé, qui est le directeur général de la branche grand magasin du groupe Galeries Lafayette, avec le BHV Marais et Galeries Lafayette, et puis membre du directoire. Monsieur Eric Van Andrich, qui est aujourd'hui le propriétaire des marques Fildar et Pingouin, et il vous expliquera le renouveau du tricot. C'est quand même un événement tout à fait étonnant. Je rappelle juste à titre personnel que la première étude sectorielle que j'ai faite dans ma vie professionnelle de spécialiste de la distribution, c'était sur la disparition et la fin du tricot et du fil à tricoter, comme quoi la pandémie aura eu des effets de revitalisation de certains secteurs. Et puis, nous aurons également le témoignage de M. Tavi Campton, qui est le responsable de Proximis, une entreprise et une start-up qui développe des dispositifs et des applications pour le commerce unifié, qui a été particulièrement sollicité pendant cette période. Nous aurons, comme d'habitude, des phases de questions. Cette fois-ci, nous en aurons deux, entre l'intervention de M. Houzé et l'intervention de M. Van Andrich, et puis ensuite, nous en aurons une autre à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions. Les questions vont être modérées par notre coordinatrice générale, le docteur Christelle Fournel et Lauriane Vieux de chez Bearing Point, et nous pourrons les poser en votre nom à nos brillants intervenants. Alors, sans plus tarder, je vais, pour une fois, d'habitude, ce sont des collègues d'autres établissements français ou étrangers qui interviennent. Cette fois-ci, c'est moi qui vais faire un peu de cadrage théorique, et je vais tout de suite me passer la parole. Voilà, je partage mon écran. Voilà. Alors, on va vous présenter un travail que nous avons fait avec notre coordinatrice générale, le docteur Fournel, qui est un travail simplement de conjecture et d'hypothèse qui a été fait il y a déjà quelques temps et qu'on alimente progressivement sur la question de quel commerce et quelle consommation post-Covid après la pandémie, avec l'idée d'imaginer les impacts possibles de la crise sur les comportements d'achat, les stratégies des acteurs de notre secteur, la consommation et le commerce. Alors, ça a été publié dans un e-book que je vous présente ici, qui a été réalisé par le SCP avec l'ensemble des collègues et de leur réseau des 5 campus de l'école, et tous les collègues, chacun dans sa discipline, en RH, en finance, etc., ont présenté un certain nombre d'hypothèses de conséquences de la crise pandémique sur les différentes disciplines et sous-disciplines de la science de gestion. Nous, évidemment, nous avons travaillé, ce que l'on va vous présenter avec Christelle, sur le commerce et la consommation. Alors, la présentation est structurée en deux temps. Dans un premier temps, nous allons poser 7 hypothèses, et puis on va un peu étayer, argumenter, et ensuite nous regarderons un peu les défis qui sont associés à ces hypothèses. Alors, je tiens à rappeler la posture des chercheurs. Les chercheurs se sont construits, comme vous le savez, la science s'est construite, la science moderne s'est construite contre le dogme, et donc ce qui est scientifique, c'est ce qui est réfutable, discutable, disqualifiable, etc. Et les chercheurs ne sont jamais tant contents que lorsque leurs hypothèses sont disqualifiées, alors sans tomber dans le sadomasochisme, mais il y a quand même l'idée que nous mettons des conjectures sur la paillasse, et puis on les regarde, on les étudie, et si elles sont disqualifiées, tant mieux. Donc il n'y a rien de vrai ni de définitif dans ce que nous présentons là. Ce sont de modestes hypothèses qu'on va au fur et à mesure éprouver à l'aune de ce qui se passe, de la réalité, de la vie de grands experts comme aujourd'hui. C'est une première occasion de le faire. Alors, l'horizon temporel, c'est un horizon post-pandémique, en espérant que nous sortirons, dans tous les cas, dans une phase très atténuée de la pandémie. Donc, on ne s'intéresse pas simplement à la phase confinement ou post-confinement, même si on va s'appuyer sur ces éléments-là pour dire un certain nombre de choses, mais aussi à ce qui risque de se passer après. Alors, je vais très vite les évoquer et les reprendre une par une. Première hypothèse, et vous verrez que certaines sont d'ailleurs contradictoires, ce qui est le propre d'hypothèse et de corps d'hypothèse dans le domaine de la recherche. Le réenchantement après le désenchantement. Deuxième hypothèse, le retour du borrowing.
Je vais redévelopper évidemment ce concept de fast popcorn. Troisième hypothèse, la rétractation sur des produits de base discount. Quatrième hypothèse, une forte demande pour les canaux courts et bio. Cinquième hypothèse, une forte croissance du e-commerce et du drive. Sixième hypothèse, le sans contact combiné au sans effort. Et septième hypothèse, une gestion des assortiments simplifiée et au risque mutualisé. Première hypothèse, le réenchantement après le désenchantement. Là on retrouve une thèse assez classique en général dans la consommation, qui est une thèse qui a été beaucoup développée par les postmodernes, notamment Maffezoli, Bauman, etc., Lipovetsky, dans une tradition, je dirais, post-weberienne, et qui prend racine dans le Capital de Marx avec la notion de fétichisation de la marchandise, c'est-à-dire la marchandise et les objets de consommation produisant une forme de réenchantement substitut à celui que proposaient les grandes religions patentées, sous l'analyse de Marx sur la fétichisation de la marchandise. Bon, là, l'idée, c'est qu'effectivement, après la crise, on aurait une sorte de réenchantement absolu par la consommation. C'est la libération après la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai pris quelques éléments qui vont dans ce sens-là. Quand on regarde un peu, par exemple, ce qui s'est passé en termes de chiffre d'affaires après le premier confinement, on voit qu'à la différence des chiffres qui étaient la continuité, et Proco, ça a bien montré depuis quelques années les pertes de trafic dans les magasins par rapport aux mois des années précédentes, le confinement, et puis finalement, on a un regain de consommation. On l'avait vu lors de la première et la deuxième séance sur ce sujet, déjà avec des objets comme le spa gonflable, etc. Enfin, une espèce de première source de réenchantement après le premier confinement. Patrick Baudry de l'APM, bien connu dans le monde des entreprises, qui est un historien de la consommation tout à fait réputé, mène une analyse du même type en corrélant les différentes phases de la pandémie, donc la phase de sidération et de considération de ce qui allait se passer avec l'arrivée du virus, la phase d'adaptation dans laquelle nous sommes toujours et une phase post-pandémique qu'il a appelée la phase d'inspiration, et il les corrèle avec les différentes étapes strates de la pyramide de Maslow, et on voit autant au début, on était plutôt, c'est les carences en papier toilette, etc., le riz, et les gens sont jetés sur les produits de première nécessité. Lui fait l'hypothèse qu'effectivement, du même type, il y aura une sorte de besoin de réenchantement avec des produits beaucoup plus sophistiqués, spécialisés, non alimentaires, etc. Enfin, une fois la pandémie passée, pour revenir à ce réenchantement. La grande question, c'est lié à l'épargne, c'est ce taux d'épargne très fort et cette épargne qui a eu lieu pendant toute la période. Est-ce que les consommateurs vont continuer à stocker de l'épargne avec une sorte d'effet de prévoyance en disant ça peut revenir, et avec la crise économique, etc., on est bien content d'avoir de l'épargne de côté, ou est-ce qu'au contraire, ils vont utiliser cette surépargne pour la déstocker et l'injecter dans ce réenchantement de la consommation? Quand on regarde les chiffres, là, ça c'est les données carte bancaire, quand on regarde les chiffres de la consommation, on voit que par exemple sur les produits non alimentaires, qui, comme vous le savez, qui subissent depuis un certain nombre d'années une récession progressive avec des secteurs qui ont été fort impactés, comme le jouet, les arts de la table, etc., on se rend compte que suite au confinement, au contraire, comme on le voyait tout à l'heure dans la courbe générale, quel que soit le secteur, ils ont regagné force et vigueur par rapport à cette courbe déclinante depuis un certain nombre d'années. Deuxième hypothèse, c'est un peu une hypothèse inverse, c'est le retour du borrowing. Alors, qu'est-ce que c'est que le borrowing? C'est un concept qui a été théorisé dans les années 90, et c'est très intéressant de relire les années 90. Les anciens comme moi, qui analysons la consommation et le commerce depuis bien longtemps, avons cette capacité-là, et on se rend compte qu'un certain nombre de choses, et de concepts, d'analyses sur les pratiques, etc., qui ont émergé dans les années 90 réapparaissent, années 90, années de crise, et notamment dans le fameux Popcorn Report de Fast Popcorn, qui avait cette idée du borrowing. Les gens s'enterrent chez eux, et puis finalement, ils vont moins consommer, ils vont revenir à des pratiques un peu fondamentales, le bricolage, le jardinage. Évidemment, là, on va parler tout à l'heure avec Eric Van Henrich du tricot. Donc là, on est plutôt au contraire sur plutôt une rétractation sur des fondamentaux et plutôt autour du foyer. Ça explique en partie les beaux scores qu'ont réalisés, notamment le bricolage, la décoration, les commissaires-priseurs qui vendaient sur Internet, etc. Enfin, les gens se sont retournés, les cuisinistes et autres, sur le chez-soi. Alors, ça s'inscrit assez bien dans les travaux que nous avions déjà présentés avec mon ami le professeur Philippe Moati, suite à l'étude qui a été faite sur les utopies, l'Observatoire des utopies qu'on a déjà présenté. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu et qui est sur le site de l'Obsoco, je vous rappelle les trois grandes
vision des Français dans cette grande étude sur les utopies, et qui était finalement une vision très écologique, de retour à la nature, etc., voire même nostalgique et sécuritaire, par rapport à, au contraire, une utopie plus technolibérale, orientée vers la mondialisation, les grandes entreprises, l'hypertechnicité, le transhumanisme, etc. Et on voit bien que le borrowing, il s'inscrit bien dans ces deux premières tendances utopiques, scénario utopique, à la fois l'utopie écologique et l'utopie sécuritaire. Troisième hypothèse, la rétractation sur les produits de base et discount, qui est un peu le corrélat de la deuxième hypothèse. Donc dans ce cas-là, on aurait l'hypothèse inverse à la première, c'est-à-dire au contraire beaucoup moins d'achats de produits non alimentaires. On resterait concentré sur des produits de base, donc sur le bas de la pyramide de Maslow. Ça serait une forme de disqualification de la conjecture de Patrick Baudry. Et comme vous le voyez avec cette enquête qui a été menée, effectivement, certaines inquiétudes pour le non-alimentaire. Et donc, ça ne ferait qu'amplifier la crise du non-alimentaire qui existe depuis un certain nombre d'années, les gens se repliant sur des produits de base. Sur la partie discount également, donc là, je reprends aussi un travail qu'on avait déjà présenté dans le cadre de l'Obsoco, en collaboration avec l'Obsoco, qui montrait, et c'était juste après le premier confinement, qui montrait qu'il y avait quand même autour de 40% des Français qui pensaient être assez fortement impactés en termes économiques et sociaux par cette crise pandémique. Et ça, c'était uniquement après le pré-confinement. On en est quasiment un an après. Sans doute que cette hypothèse donnerait aurait beaucoup d'impact sur des acteurs comme Lidl, sur les discounters, Action, Lidl, etc., comme on peut le voir là, par exemple, le 17 juin à Argeval. Je crois que c'était une console, ou je pense que c'était ça, oui, qui était vendue en événement promotionnel. Ça discrédite aussi l'hypothèse suivante, qui est le besoin de consommer mieux, différemment, les circuits courts, etc. Le problème, c'est, mais en même temps, sans vouloir vraiment payer plus cher, et de nouveau, les enquêtes longitudinales de l'Obsoco montrent à quel point le consentement à payer, quelle que soit la raison de payer plus, est quand même très très faible. Et là, on voyait dans cette enquête, qui a encore une fois aussi quasiment une année, que seuls 10% de la population était disposée à payer plus de 10% de plus cher pour quel que soit le service ou la qualité des produits additionnels. Et en plus, c'est du déclaratif, donc on sait à quel point le déclaratif doit être pris avec des pincettes. Et souvent, on est amené à diviser les données par deux, parce qu'entre le déclaratif et le comportemental, on a encore un assez fort écart. Quatrième hypothèse, donc une forte demande pour les canaux courts et bio. L'idée, c'est que les gens ont réfléchi, ils ont un peu réfléchi à leur mode de vie, à leur consommation. Ils ont pris conscience de ce fameux besoin de sens, notamment dans la consommation. Ils ont été aussi amenés à acheter plus localement parce qu'il fallait un peu se débrouiller pendant les périodes de confinement, et ça ne ferait qu'amplifier une tendance qu'on connaît déjà, qui a été montrée par beaucoup d'instances et d'organismes, et notamment par les études longitudinales du CREDOC sur le sujet. Vous voyez là l'accélération déjà depuis une dizaine d'années, et encore plus avec un effet de coude avec la période de la crise pandémique. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir en termes de configuration du paysage commercial, si on a évidemment cette poussée sur les circuits courts et les producteurs locaux, amplifiée aussi avec la question un peu emblématique et mythologique des masques, et le rapatriement de l'industrie et la production au niveau local, même si ça se combine avec une tendance très forte qu'on connaît depuis longtemps. La question, est-ce qu'on va assister à une reconfiguration du paysage commercial avec une longue traîne de canaux courts, que j'ai symbolisé ici par toute une série de formats que vous pouvez voir, les AMAP, les brouettes, etc., les producteurs locaux, les camions, etc., le drive agricole et autres, ou est-ce qu'au contraire, ça c'était un exemple, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une intégration de ces circuits courts dans les grandes et moyennes surfaces, parce qu'on sait que d'un côté, du point de vue de la demande, évidemment, le client, il veut à la fois ces circuits courts, mais il est aussi dans des logiques de one-stop shopping. Depuis les années 50, il aime bien qu'on lui centralise tout pour pas qu'il ait à perdre du temps à aller d'un fournisseur à l'autre, etc. Et puis, il cherche aussi des prix bas, comme on l'a vu. Puis, d'un autre côté, on sait bien aussi qu'il y a besoin d'un assortiment et d'un approvisionnement régulier, homogène et tout ça, et que peut-être que c'est pas peut-être le travail de la grande distribution, c'est justement d'organiser et de massifier tous ces approvisionnements, y compris les circuits courts, comme on le voit ici, d'un hypermarché Auchan qui a intégré, mais Carrefour le fait aussi, et Leclerc évidemment, etc., et de plus en plus, tous ces éléments. À propos de Leclerc, j'ai oublié de vous présenter, j'en profite pour le faire,
Je ne peux pas passer sous silence l'ouvrage que vient de sortir notre PAST président, comment la Covid-19 a changé la consommation des Français, qui traite notamment beaucoup de cette question de l'approvisionnement et des circuits courts et comment la grande distribution, en partie, s'y intéresse. Alors en même temps, il faut relativiser. On dit que le besoin de bio, de circuits courts, etc., c'est à la fois la réalité des pratiques pendant les confinements et en même temps une prise de conscience d'une forme de vacuité de l'hyperconsommation, donc le retour à plus traditionnel. Maintenant, il faut relativiser cette crise de la consommation et le rejet de l'hyperconsommation et la vraie responsabilité des consommateurs. C'est sans doute très important au niveau, comme on dit dans notre jargon, attitudinal, c'est-à-dire au niveau mental. Après, dans la réalité, on est plus soumis à des contradictions. Et j'aime bien ce tableau qui montrait, que j'ai emprunté à Innovation Territoire de la région Nord, enfin, des Hauts-de-France, qui montre bien, qui synthétise bien le paradoxe du consommateur, ce que notre collègue, le professeur Adlinox, a appelé le Green Gap, entre d'un côté une forte conscience écologique, communautaire, sur l'échange, le partage, l'usage, la déconnexion, etc. Enfin, des formes qu'on pourrait appeler de rupture, par rapport à cette tendance historique liée à la consommation et au commerce, et en même temps, une forte sensibilité au prix, un fort individualisme, une existence encore très forte du matérialisme, et puis le besoin d'être connecté, d'être sur Internet, d'acheter en vente à distance, etc., avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi en termes d'empreinte carbone et autres. Je me suis laissé dire par des spécialistes, des gens d'EDF notamment, qu'une requête, que ce soit Google, Amazon et autres, ça correspond en termes de consommation énergétique à 65 mètres de carburant automobile. Donc on voit que la chose n'est pas neutre en termes d'impact environnemental. Donc on voit cette forte contradiction chez les consommateurs. Est-ce que la question qu'on peut poser, c'est est-ce que la pandémie donnera, je dirais, fera pencher la balance d'un côté plus que de l'autre? Il en va de même d'ailleurs sur la très intéressante étude publiée par notre ami Olivier Dauvert sur les prospectus. Quand on interroge les consommateurs sur les prospectus, on voit bien, notamment ces fameux prospectus, ces flyers, boîtes aux lettres, disques promotionnels qui créent du trafic magasin, on voit bien qu'on a une forte conscience écologique en beaucoup de 80% des consommateurs qui montrent que c'est assez néfaste pour l'environnement, que ça participe à la déforestation, etc. Et puis quand on regarde leurs pratiques, et bien là ils disent ah oui, mais c'est quand même très utile parce que justement ça nous permet de faire des économies, de choisir les bons produits, les bons plans, etc. Cinquième hypothèse, une forte croissance du e-commerce et du drive. Donc l'idée, c'est que la croissance continue du e-commerce, dans lequel d'ailleurs on comptabilise le drive au niveau des statistiques nationales, serait amplifiée par ce qui s'est passé pendant la pandémie. On voit que ça s'inscrit dans une logique même mondiale, puisque si vous voyez les premiers distributeurs mondiaux ici, on voit qu'évidemment le commerce physique reste très très présent, notamment avec des formats très discount, hein, Walmart, Costco, Lidl, etc. Mais on voit que les taux de croissance des acteurs du digital, Amazon, JD.com, nous l'avons montré dans une séance précédente, et Alibaba, etc., sont évidemment des taux de croissance beaucoup plus forts. Maintenant, c'est ce que montre aussi cette courbe qu'on voit, donc qui reprend l'évolution du e-commerce, incluant le drive, avec les effets liés à cette année pandémique, mais avec quelques éléments particuliers. Alors, on voit évidemment que les services ont beaucoup perdu, parce qu'il faut savoir que dans le chiffre du e-commerce, les fameux 10% qui était le cas en 2019 de part de marché, on comptabilise toute une série de choses qui ne sont pas tout à fait du commerce, qui sont des services, la restauration, le streaming, etc. Alors là, évidemment, les billets d'avion, ça a perdu parce que il y avait moins de voyages, les restaurants étaient fermés. Les biens en ont profité, donc on voit qu'on a un impact fort sur les biens. Les gens ont commandé en vente à distance. Mais quand on découpe les plus 32%, on se rend compte que c'est beaucoup. Alors le bricolage, ça renvoie au borrowing, mais aussi le drive alimentaire. Donc finalement, ça ne fait que renforcer la position forte du drive. Et au final, alors c'est aussi à cause des services, finalement le taux de croissance en 2020, il est la moitié du taux de croissance en 2019 qui était de 16%. Maintenant, j'aime beaucoup cette courbe que je trouve très intéressante. On voit, quand on regarde les transactions sur Internet, on voit quand même que le chiffre, les plus, ce que je viens de montrer à l'instant, là, les plus 32%, sont quand même très concentrés sur les périodes de confinement, et le reste du temps, on est extrêmement isomorphe, parallèle à la courbe de 2019. La courbe en gris, c'est 2019, la courbe en orange, c'est 2020. Alors, néanmoins, on peut imaginer qu'il y aura un effet de cliquet.
C'est-à-dire que, comme le montre ce tableau du Crédoc, qui de nouveau est déclaratif, hein, donc on ne sait pas, mais les gens disent oui, effectivement, j'ai pris conscience de l'importance du e-commerce, même si une partie, notamment sur l'alimentaire, c'est du drive. Donc on peut imaginer qu'on aura un effet de cliquet avec une accélération dans tous ces secteurs du e-commerce qui, évidemment, risque de poser un problème, surtout s'ils ne le font pas pour le commerce physique. Le drive, évidemment, donc j'y reviens pas. Vous avez là les données concernant le drive. Là aussi, on pense qu'il y aura eu un effet de cliquet sur les pratiques du drive pour les gens qui n'étaient pas encore des praticiens de ce format phygital. Alors maintenant, n'enterrons pas trop vite les grandes et moyennes surfaces, notamment les hypermarchés et les supermarchés. Quand on regarde les données caisses, on voit quand même que l'hypermarché reste quand même assez fortement dominant. Il a même gagné des parts de marché ces dernières années, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine. Et puis, s'il ne faut pas enterrer le commerce physique, c'est aussi parce que le e-commerce a son propre plafond de verre. Et le plafond de verre du e-commerce, c'est la supply chain, c'est la logistique, et c'est surtout l'effet de ciseau entre, d'une part, les coûts de supply chain et le consentement à payer. On vous a mis là un résumé de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le e-commerce, et notamment sur sa livraison, hein, flexible, le retour des marchandises gratuit, très pratique, tout ça doit être transparent, les délais sont multiples, le client peut choisir, et tout ça de façon à très bon marché, quasiment même gratuite. On voit qu'on a un effet quasiment d'incompatibilité, et en plus on sait qu'on a à peu près 30% de taux d'échec du premier envoi, donc tout ça pose quand même des vrais problèmes sur l'efficience et l'optimisation de la supply chain dans le domaine du e-commerce, avec en plus en France, pour des raisons qu'on a un peu de mal à expliquer, un score très négatif en matière de satisfaction des consommateurs en termes de livraison. Vous voyez que c'est neutre au Royaume-Uni, c'est plutôt positif, hein, le Net Promoter Score aux États-Unis, et il est aussi assez négatif dans les autres pays européens, mais particulièrement en France. Donc ça veut dire que la pression sur la livraison est très forte et le consentement à payer est très faible, ce qui évidemment est assez compliqué. Or, on sait, et ça on le sait depuis le 19e siècle, hein, c'est Sears qui a inventé la vente à distance en partie et qui a théorisé le coût du dernier kilomètre, sans parler des autres coûts de préparation, de fabrication du panier, de répartition de ça, mais surtout du dernier kilomètre. Et ben, nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure avec l'expérience Proximis. Sixième hypothèse, le sans contact et le sans effort. L'idée, c'est que par rapport au sans effort, qui était une tendance très lourde des consommateurs, le sans contact est arrivé pour des raisons sanitaires et que peut-être les deux se combineront. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va aller vers un commerce qui ressemble à ça, c'est-à-dire qui va intégrer le sans contact d'origine sanitaire grâce à des technologies qui étaient déjà présentes, mais qui se sont redéployées avec les contraintes sanitaires, associées au sans effort. Et donc, on aura plutôt un commerce très automatisé et robotisé, un peu comme Emma, la filiale d'Alibaba, le fait en Chine, ou au contraire, une mythologie nostalgique, comme on l'a déjà évoqué avec les circuits courts, etc., qui tirera plutôt le commerce vers des formes postmodernes, néoclassiques, comme on le voit ici avec ces formes de halles gourmandes qui font florès un peu partout. Et puis, dernière hypothèse, et je la dois, je remercie Lydie de Montpezat, patronne du groupe d'Everett, Bouchara, etc., qui l'a suggéré, on en a beaucoup discuté la semaine dernière, c'est l'idée, puisque elle témoignait de ses propres problèmes, de la gestion des assortiments simplifiés et au risque mutualisé. Donc on a vu évidemment tout le problème de qu'est-ce qu'on fait des stocks, etc., avec ces situations de confinement à répétition et autres. Et on fait là deux sous-hypothèses. La première, c'est finalement une gestion d'assortiments plus simplifiés, associé à l'idée de la remise en cause de la vacuité de l'hyperconsommation, et peut-être que par exemple dans l'habillement, parce que ça concerne aussi beaucoup de vêtements, on ira plus vers des formes de durabilité que de fast fashion, dont on sait qu'elle pose toutes sortes. Elle posait déjà toutes sortes de questions en termes de rotation des stocks, etc., et de vitesse de devoir écouler les stocks. Et là, tout ça amplifié évidemment par des situations de bouchons, d'incapacité à déstocker du fait de la fermeture des magasins. Et avec la possibilité de mutualiser le risque, alors, soit avec les clients, avec des formes en fait, d'abonnement qui permettraient de générer de la trésorerie en amont, soit avec les fournisseurs, et peut-être va-t-on voir réapparaître cette question qui s'était déjà posée entre les franchisés et le problème des franchisés avec justement la fast fashion, c'est l'incapacité à écouler rapidement les stocks, et donc une inversion du modèle avec des formes plutôt de commission affiliation, où c'est le commettant qui est propriétaire du stock
et qui rémunère le commissionnaire, au lieu que ce soit le franchisé qui soit propriétaire et qui rémunère le franchiseur, ce qui est une façon aussi de mutualiser le risque avec les fournisseurs. Voilà, pour terminer, c'est cette hypothèse que vous retrouverez dans le papier que je vais rappeler tout à l'heure, qui est à votre disposition et que je crois être déjà sur le site de la chaire. Tout ça entraîne un certain nombre de défis. Je vais juste les évoquer et ça ouvrira le débat avec nos éminents invités qui vont suivre. Premier défi, une demande sur les circuits courts, les petits fournisseurs, etc. Mais peut-être que la crise économique à venir va fragiliser justement les TPE et que les premiers à être fragilisés vont être ces petits fournisseurs qui ont sans doute des reins moins solides que les gros acteurs. Donc là, on voit qu'on a un effet plutôt de demande fort d'un côté, mais qu'on risque d'avoir au nom de théorie des ressources, comme on l'appelle en sciences de gestion, des difficultés du point de vue des offreurs. Deuxième défi, le télétravail. On commence un travail de recherche dans le cadre de la chaire sur le sujet. En fonction du seuil de télétravail, ça risque d'impacter le chiffre d'affaires des commerces de flux, les gares et autres, qui ont beaucoup parié au nom de la réduction de l'effort justement du client d'aller s'installer, d'être visqueux, comme le disait Gérard Demuth, de la Cofremca, d'être visqueux au client, commerce de flux, et aussi en zone d'affaires, donc évidemment au profit plutôt d'un commerce plus local. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir regarder, l'impact du télétravail sur la géographie du commerce. La question des approvisionnements réguliers et massifs par les producteurs locaux, d'où l'hypothèse, la sous-hypothèse de dire que ça sera plutôt peut-être régulé, organisé par la grande et moyenne distribution, parce que d'aller chercher des producteurs locaux à droite et à gauche, c'est évidemment très, très intéressant, mais en même temps, ça pose une question sur l'homogénéité et la régularité des approvisionnements. Alors le consommateur, il veut à la fois des produits plus locaux, bio, de petits fournisseurs, et en même temps, il veut quand même pouvoir être approvisionné régulièrement à des prix bas. Quatrième défi, l'efficience de la supply chain pour les produits de grande consommation. On a vu qu'il y avait une grosse demande sur le e-commerce, notamment sur le drive, mais enfin, ça ne règle pas forcément le problème d'efficience de la supply chain, dont on sait qu'il a un problème majeur et qui est compliqué à réguler, je l'ai montré tout à l'heure. Cinquième défi, on a eu beaucoup, et on en reparlera aussi avec Proximus, beaucoup de développement de click and collect et de e-commerce, notamment pour les magasins dits de proximité, enfin plutôt de centre-ville et autres, voire indépendants, pour pouvoir justement, comme ils étaient fermés, continuer leur activité. En même temps, on sait que c'est compliqué, que la plateformisation digitale de tous ces commerçants pose toute une série de problèmes sur le long terme de maintenance, etc., la gestion des réseaux sociaux pour créer du trafic et autres. Et je vous renvoie, on présentera dans quelques temps les travaux de la thèse de doctorat d'Anne-Sophie Clément qui est terminée, qui a passé au tamis près de 70 applicatifs digitaux pour les commerçants urbains. Et effectivement, il y a toute une série de questions qui se posent. Sixième défi, le maintien du commerce physique non alimentaire. On voit que si l'hypothèse on va dire de la rétractation sur les produits fondamentaux, de la recherche de sens, de la recherche d'une consommation plus raisonnée et moins euphorique et moins systématique, associée à la pénétration de plus en plus forte du e-commerce sur le non alimentaire, qui ne pose pas tout à fait les mêmes défis que les produits de grande consommation en termes de consentement à payer et de rentabilité, ça risque de poser un certain nombre de problèmes pour le commerce physique non alimentaire. Et puis, septième défi, le prix des baux commerciaux, qui est quelque chose qui est récurrent depuis des années, et certains acteurs de la profession avaient pensé que le fait que les magasins soient fermés amènerait des négociations avec les bailleurs, soit les bailleurs institutionnels ou les bailleurs plus privés, pendant les confinements, mais qu'il y aura un effet de cliquet sur la suite. Donc c'est aussi un défi qu'il va falloir suivre très précisément. Voilà, j'en ai terminé. Je vous renvoie donc à ce papier que nous avions produit avec ma collègue, Dr Christelle Fournel, donc dans le e-book de l'école, dans lequel vous retrouverez un peu l'ensemble de ces éléments. Et puis nous allons continuer à mettre ces hypothèses sur la paillasse et à les mettre à l'épreuve de la réalité, des témoignages, des expertises. C'est pour ça que nous sommes ravis d'accueillir nos intervenants de ce matin. Voilà, je vais arrêter mon partage. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Nicolas Houzet. Alors, merci Elisabeth, merci Olivier pour l'invitation. Quand vous m'avez posé la question de savoir si je pouvais intervenir sur l'impact de la pandémie sur mon métier,
évidemment, on est en plein dedans. On est en plein dans la gestion de cette crise, mais en tant que dirigeant, on se doit aussi de se dire, au-delà de la gestion au quotidien, de se poser les bonnes questions pour qu'est-ce qui se passera après. Donc, ce que j'ai voulu d'abord ce matin évoquer avec vous, c'est l'impact global que ça a pu avoir sur le métier en général, sur le grand magasin, qui est un modèle qui est quand même très ancien et qui a été particulièrement impacté au niveau mondial par la crise que nous connaissons depuis un an. Et puis ensuite revenir sur les quelques éléments sur lesquels nous, on travaille aux Galeries Lafayette et au BHV Marais pour essayer d'imaginer ce que pourrait être demain. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par vous, Olivier, mais qui feront une résonance avec la présentation que je vais vous faire ce matin. Donc quelques éléments pour revenir sur ce qui nous sommes, Galeries Lafayette et BHV Marais. Donc déjà, c'est un groupe de grands magasins avec 2 enseignes et 83 magasins en France et à l'international, très présents en France, hein, puisqu'on a 57 Galeries Lafayette, 2 BHV, 11 magasins outlet Galeries Lafayette, et puis une présence à l'international qui se développe, présent en Europe, au Moyen-Orient et en Chine, principalement avec l'enseigne Galeries Lafayette. 2 sites de e-commerce, galerielafayette.com d'un côté et bhv.fr. Et alors, il y a une petite coquille sur cette page, c'est pas 1 million de visiteurs par an, c'est 150 millions de visiteurs par an qui se répartissent à la fois en digital et en physique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre navire amiral du boulevard Haussmann, des Galeries Lafayette, accueillait pré-crise environ 30 millions de personnes par an. Ces 30 millions de personnes que nous recevions nous permettaient de réaliser un chiffre d'affaires record de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et que nous faisions à 60%, entre 60 et 65% avec des clients étrangers. Tout ça, évidemment, c'était avant la crise dans laquelle nous nous trouvons. Alors, ce qui est vrai, c'est que la crise du Covid n'est que l'aboutissement, ou en tout cas n'est que la fin ou le début d'une longue décroissance des marchés principaux sur lesquels se trouvent les grands magasins, et notamment le prêt-à-porter. Et ce qu'on peut constater quand même, c'est que sur les quasiment 15 dernières années, on avait perdu sur notre marché principal du prêt-à-porter quasiment 17% de part de chiffre d'affaires. Et évidemment, 2020 a été une rupture supplémentaire puisqu'on en a perdu 15%. Donc, entre 2007 et 2020, quasiment 30% d'activités ont été perdues. C'est évidemment lié à une promotion très importante, à une poussée d'acteurs du discount qui ont tiré les prix vers le bas, et je pense notamment à Primark, aucun jugement de valeur de ma part d'ailleurs, ou la croissance des acteurs de vente privée qui ont fleuri évidemment en e-commerce, mais aussi en magasin physique avec des chaînes d'outlet et à laquelle nous participons évidemment, mais des centres d'outlet qui ont poussé à travers le pays de façon très forte. Et puis un dernier élément non négligeable qui est le développement de la seconde main, pour laquelle évidemment les clients français sont de plus en plus friands. Alors l'année 2020 a été évidemment la pire que nous ayons connue, avec, et ça a été évoqué déjà à l'instant, pour les marchés non alimentaires, quasiment plus de 20% de perte d'activité du commerce de détail pour ces magasins-là. Et puis quand on regarde les marchés très spécifiques du grand magasin, la maroquinerie, la chaussure, l'habillement ou la beauté, on voit bien que toutes les catégories ont décru entre 25% et quasiment 15%, évidemment du fait de la période de fermeture, mais aussi du fait d'inquiétudes ou de clients qui n'étaient pas forcément dans un mood de consommation à cette période si particulière que nous avons connue en 2020 et que nous connaissons malheureusement également en 2021. Et puis un autre phénomène non négligeable, en tout cas pour nous grands magasins, qui est la disparition des flux touristiques internationaux qui contribuaient pour l'écosystème parisien en très grande partie, pour les Galeries Lafayette, mais pas que, pour les autres grands magasins, le Printemps, le Bon Marché, mais aussi pour tout le travel retail qui pouvait être un commerce très florissant dans les aéroports. Eh bien, ces touristes internationaux, aujourd'hui, ne sont plus là et donc manquent à l'appel et contribuent à cette difficulté du commerce de détail. Donc, 2020, est-ce que c'est une année de rupture ? Sans doute. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça n'a fait que exacerber les tendances récentes. Donc, j'évoquais les 15 dernières années de consommation plutôt morose, et ça n'a été qu'amplifié en 2020, mais c'est aussi des modifications qui ont été
accélérée par des comportements d'achat très différents. Évidemment, on en a, et Olivier en a beaucoup parlé, le digital, l'émergence du e-commerce, mais aussi du fait du télétravail, l'émergence du casual wear, évidemment, bouleverse tout ce qui est autour du formel. Et aujourd'hui, messieurs s'habillent beaucoup moins en costume et beaucoup plus en casual. Et donc, forcément, tout ça rabat beaucoup de cartes. Évidemment, je l'ai déjà évoqué, les flux touristiques sont à l'arrêt pour une durée assez difficile à déterminer. En tout cas, tant qu'un passeport sanitaire n'existe pas, ou même tant que certains gouvernements n'autoriseront pas leurs concitoyens, et je pense notamment à la Chine, à voyager, il est difficile de faire des projections par rapport à un retour à une année normative comme celle qu'on pouvait considérer qu'était 2019. Et encore en 2019, si on se souvient bien, c'était une année qui était déjà très mouvementée du fait de mouvements de gilets jaunes qui avaient continué pendant toute l'année 2019, mais aussi en fin d'année 2019, les grèves liées à la réforme des retraites qui avaient été très impactantes pour le commerce physique. Et puis enfin, des bouleversements sur la structure du marché avec des marques les plus mainstream qui sont en difficulté, à la fois dans la chaussure, avec certains acteurs qui ont disparu ou qui sont en redressement judiciaire, ou même dans le prêt-à-porter, des acteurs historiques qui sont en difficulté, et on le voit dans nos grands magasins. Ce sont des partenaires qui décident, parce qu'ils sont en difficulté, de quitter nos grands magasins. Je pense notamment, et ça a été annoncé il y a quelques semaines, à Comptoir de Cotonnier, qui était un acteur important, partenaire des Galeries Lafayette, mais de tous les grands magasins, et qui a décidé d'arrêter d'exploiter ces commerces dans les grands magasins. Donc, c'est forcément des éléments qui rebattent les cartes de notre modèle. Alors, évidemment, pour le modèle du grand magasin que j'évoque ce matin, cette difficulté a été particulièrement grande, et les pertes de chiffre d'affaires ont été assez significatives. Elles vont de 20 à 50%, et je l'ai déjà dit très officiellement, pour nous, Galeries Lafayette, l'année 2020 a marqué un recul de 45% de notre activité au global de nos grands magasins. Donc on est presque ceux qui ont le plus souffert de cette crise, mais globalement il y a des faillites, ou alors là, pour la liste des acteurs que j'ai mis, ce ne sont pas que des faillites, ce sont aussi des difficultés importantes. Évidemment, Neiman Marcus n'a pas encore disparu, mais a été obligé de se restructurer, sa dette, et passe des moments compliqués. Mais Lord & Taylor a disparu, Barneys a disparu, Damon Adams en Angleterre a été également est en liquidation. Donc, on voit bien que ce modèle de grand magasin est très chahuté. Et puis, d'autres chaînes, évidemment, j'ai mis des fermetures emblématiques. Le magasin de Macy's qui se trouve dans le centre-ville de Seattle et qui était ouvert depuis 130 ans a fermé, d'ailleurs pour laisser la place à cet étage d'Amazon, et c'était le cas en 2017 avec cette sous-location, comme je peux l'évoquer sur cette slide. Et puis John Lewis, cette enseigne de grands magasins anglaise, si performante notamment en digital et en omnicanal, qui pré-crise faisait quasiment 30% de son chiffre d'affaires en omnicanal, se retrouve aujourd'hui en difficulté et dans l'obligation de fermer des étages de son magasin phare de Londres à Oxford Street, en fermant 6 étages d'un magasin qui a 160 ans d'existence. Et ils ont annoncé d'ailleurs aussi la semaine dernière qu'ils allaient fermer 8 grands magasins à travers le pays. Mais c'est également en France le Printemps qui a annoncé en fin d'année dernière la fermeture de 4 magasins, ou en Allemagne les difficultés des 2 grandes chaînes historiques que sont Kaufhof et Karstadt. Le décor est bien planté, on voit bien que le modèle du grand magasin est un modèle compliqué et que cette crise n'a fait que, on va dire, amplifier les choses. Et donc là, je remets une phrase de Anne Pitcher, qui est mon homologue patronne du groupe Selfridges, qui est donc cette enseigne de grand magasin qui se trouve à Londres, et qui, en gros, si je le résume, considère qu'il faudra repenser notre façon de faire du commerce, repenser notre façon de vendre, repenser complètement notre business model, chose que je partage totalement et sur lesquelles nous sommes évidemment en train de nous poser, mais avec la difficulté à la fois aussi de devoir gérer la crise dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est toute l'ambiguïté ou la difficulté face à laquelle nous nous trouvons, à la fois d'être dans la gestion quotidienne d'une crise inédite, majeure, d'une ampleur comme nous n'en avons jamais connue. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre enseigne, notre groupe familial a 125 ans, et en 125 ans d'histoire, malheureusement, nous n'avions jamais connu une crise comme celle-là,
et donc forcément, ça pose beaucoup de questions. Mais en parallèle, il faut évidemment penser à la suite. Alors, face à cela, aux Galeries Lafayette et au BHV Paris, on s'est focalisé sur 3 axes de travail prioritaires, et puis un 4e que j'ai volontairement, que j'évoquerai rapidement, mais que je n'ai pas remis dans ma présentation ce matin. Et ces 3 axes de travail, évidemment, je ne veux rien vous apprendre, ils se constituent de l'omnicanalité, de l'expérience client et de la RSE, et ça fait totalement résonance à ce que Olivier évoquait dans ses propos préliminaires tout à l'heure. Donc, et je vous assure que nous n'avions pas confronté nos présentations avant ce matin. Donc, alors, une fois de plus, ce ne sont que des exemples, mais en tout cas, ce sont les travaux que nous faisons à l'heure actuelle. Et il est évident que quand je parle d'omnicanalité, c'est un sujet que j'évoque dans mon arrivée à la direction générale, donc ça va faire bientôt 8 ans, mais plus que jamais, elle est d'actualité, elle doit être notre première et notre principale priorité. Et donc, de ce fait, nous travaillons sur une offre qui est omnicanale avec la possibilité et avec le travail que nous faisons autour de la e-réservation, du click and collect. Et d'ailleurs, un des intervenants ce matin pourra en parler, puisque Proximus, avec qui nous travaillons depuis quelques années, nous a permis justement de mettre en place ce click and collect dans l'ensemble de nos magasins. Et puis, ce qu'on a mis aussi en place depuis maintenant 18 mois, c'est le Ship from Store, c'est le fait d'utiliser nos grands magasins comme des plateformes d'expédition, puisque notre objectif est aussi de réduire notre empreinte carbone, et le fait d'avoir un maillage du territoire avec 57 magasins doit nous permettre d'utiliser nos magasins comme des centres d'expédition pour nos clients. Le deuxième sujet, c'est évidemment le vendeur omnicanal. Le vendeur dans un grand magasin, il se doit aujourd'hui d'être à la pointe de la technologie, et la difficulté qu'il a, c'est que les clients qui se trouvent en face de lui sont par moments plus au fait de lui sur les ventes, et donc on a sur les produits, sur les marques, et donc on a développé des outils qui leur permettent à la fois de pouvoir continuer à se former sur la mode en général, sur les nouvelles marques, sur les nouvelles tendances, mais aussi de pouvoir répondre aux attentes du client à travers un portail vendeur qui leur permet d'avoir accès au site internet, et donc pouvoir, en cas de non-présence d'un produit sur la surface de vente, de pouvoir faire le relais à travers cet outil et garder le contact permanent avec le client qui est en face de lui. Et PS au carré, qui est un autre outil que nous avions développé dans le cadre du magasin des Champs-Élysées, qui est un outil de chat qui permet à nos vendeurs de garder le contact après, même avant leur visite dans nos magasins, et d'entretenir de cette façon-là une relation un peu plus privilégiée autour de la mode. Et puis, les nouveaux modes de commerce augmentés, évidemment, on a, en fin d'année dernière, développé le shopping à distance. On s'est, évidemment, pendant le premier confinement, et encore plus pendant le deuxième, dit qu'il était indispensable d'utiliser nos magasins, même fermés, pour pouvoir satisfaire nos clients. On sait, et on a su, et on a vu à travers le graphe tout à l'heure qu'a présenté Olivier, que pendant ces périodes de confinement, la consommation a continué. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que nous utilisions nos magasins, nos vendeurs personnalisés pour continuer à être en contact avec nos clients. Et ce shopping à distance a été un vrai succès, et continue à être un vrai succès, puisque bien que nos magasins maintenant dans leur intégralité soient fermés depuis samedi dernier, mais pour les plus grands d'entre eux, et notamment le magasin de Boulevard Haussmann fermé depuis la fin du mois de janvier, on a arrivé en mars à faire quasiment 20 à 30% du chiffre d'affaires magasins fermés grâce à ces outils de shopping à distance ou de live shopping. Et donc c'est véritablement évidemment une réponse qu'on apporte pendant cette période de fermeture, mais qui continuera demain à exister, notamment pour nos clients internationaux qui ne peuvent pas nous visiter pour l'instant et qui utilisent ce shopping à distance. La deuxième priorité, c'est l'expérience client. Évidemment, c'est le cœur de nos métiers, c'est l'histoire de nos métiers de grand magasin, c'est de faire en sorte que d'enchanter et de réenchanter la visite de chacun des clients dans nos magasins, en étant focalisé en permanence sur nos clients, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre histoire aux Galeries Lafayette. On a malheureusement
un peu trop considéré un temps que étant en position de leader, ayant les meilleurs emplacements dans les villes dans lesquelles nous nous trouvions, les clients venaient naturellement chez nous. Et donc, on a un peu oublié nos clients et on a considéré qu'ils venaient naturellement chez nous. Et donc, depuis maintenant 18 mois, avec les équipes, notamment de la formation, nous travaillons à faire en sorte que nos vendeurs soient beaucoup plus orientés vers le client et vers le service, indispensable à apporter pour justement faire en sorte que le magasin physique continue à avoir une vocation et qu'il n'y ait pas que le digital, qu'il n'y ait pas que le digital dans ce monde du commerce de demain. L'événementiel, c'est évidemment un sujet fondamental pour un grand magasin. On l'a vu en 2020, Noël a été et on avait décidé de ne absolument pas minimiser notre événement. On a eu un sapin absolument spectaculaire dans le magasin du Boulevard Haussmann. On a fait des vitrines les plus incroyables et on a eu un nombre de visiteurs, ce qui nous a valu par moments quelques remontrances, mais ce qui aussi nous a prouvé quand même que quand on faisait des événements de nature spectaculaire, eh bien, les clients venaient voir ce qui s'y passe. Et donc, ce que nous faisons maintenant avec les équipes du marketing, de la communication, c'est à recréer 4, 5, 6 fois des événements type Noël dans l'année et dans l'ensemble de nos magasins, puisque évidemment, partout où nous sommes, il faut que les clients aient envie toujours de venir voir ce qui s'y passe dans nos grands magasins. Et puis l'ancrage local nous paraît évidemment aussi quelque chose d'important et qui fait un lien avec le dernier sujet qui est la RSE. La RSE, c'est un domaine dans lequel on a initié une démarche en 2018 qu'on a baptisée Go for Good. C'est un anglicisme, mais on s'est dit que ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. On va vers le bien. Et l'objectif, c'est que l'offre que nous proposons dans nos magasins soit labellisée à hauteur de 25% à l'horizon de 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, on a fait 15% de notre chiffre d'affaires global avec des produits labellisés Go for Good, que 40% des marques propres sont désormais éligibles à ce label Go for Good et que l'objectif, c'est qu'il y en ait 100% à l'horizon de 2025. C'est véritablement, nous jouons notre rôle de faire valoir, de plateforme pour montrer que dans cet univers de la mode, qui a été décrié comme étant la deuxième industrie la plus polluante, il y a des choses bien qui se font et qui de mieux qu'un grand magasin leader en France pour pouvoir exprimer ce qui se fait de bien dans cet univers. Et donc, que ce soit les marques les plus accessibles, les marques propres, comme les marques les plus luxueuses, je pense à Louis Vuitton ou à Gucci, nous ont accompagnés pour montrer leurs produits qui étaient éligibles à ce label. Et donc, ça a été un vrai succès dès 2018 qu'on a renouvelé en 2019 et qu'on va renouveler désormais de façon permanente parce que c'est une vraie conviction que, évidemment, cette responsabilité, Galeries Lafayette doit en porter sa part. Donc, évidemment, des mesures sur l'impact environnemental de nos opérations. On sait bien que nos magasins, le transport, l'acheminement des marchandises est un vrai sujet. Désormais, tous nos camions livrent en gaz naturel de ville ou sont des camions électriques quand il s'agit de livrer dans nos magasins parisiens. Ce sont des choses sur lesquelles, évidemment, on se veut et on se voudra de plus en plus irréprochable. Et puis, enfin, être un employeur social et solidaire. En 2020, par exemple, malgré cette crise qui nous a durement touchés, on n'a jamais arrêté d'être présent auprès des associations avec lesquelles nous travaillons depuis des années. On a continué à faire nos opérations de dons auprès de toutes les associations qui sont nos partenaires parce que, évidemment, elles en ont aussi besoin et c'était important pour nous de continuer cela. Et c'est difficile à dire, ou en tout cas pour moi, en tant que dirigeant, c'est un sujet délicat. Ça a été annoncé en fin d'année dernière, mis en place un PSE au niveau de nos activités de back-office. Et ça n'empêche que je considère que c'est une obligation pour préserver la compétitivité de l'entreprise, pour faire en sorte que nous puissions continuer à exercer notre métier du mieux possible, pour préserver notre rentabilité, de mettre en place ce genre de process dans une logique toujours sociale et responsable. Et c'est ce que nous avons fait avec les équipes de la DRH. En conclusion, je dirais que la crise requiert une accélération forte du rythme des changements. Ce qui est vrai, c'est que tous ces sujets-là, nous étions dessus depuis un certain temps.
Maintenant, ce n'est plus nice to have, c'est une obligation d'être une entreprise omnicanale, d'avoir une responsabilité sociale et environnementale, de faire en sorte que l'expérience pour nos clients soit toujours la plus extraordinaire possible. Ce sont désormais des obligations quasi vitales pour notre métier, pour notre enseigne, pour nos enseignes, pour nos grands magasins. Et donc, de ce fait, on est dans l'obligation de mettre en place des structures et des process de décision qui soient beaucoup plus simples pour gagner en efficacité, en réactivité. On est une entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a 125 ans, qui s'est stratifiée avec le temps, qui s'est structurée, qui en plus est arrivée là où elle est par acquisition successive. Et donc, on est une petite grande entreprise qui, par moment, est un peu trop complexe. Et donc, depuis maintenant 8 ans que j'en ai pris la direction générale, mais encore plus accélérée par la crise que nous traversons, on remet un peu tout à plat pour faire en sorte d'essayer d'accélérer le rythme aux Galeries Lafayette. Je peux dire que je suis très exigeant avec l'ensemble des collaborateurs. Et je sais qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont connectés. Mais je pense que c'est indispensable pour faire en sorte qu'une entreprise comme les Galeries Lafayette ou BHG Marais continue à exister demain. Voilà, je vous remercie. Nicolas, merci vivement pour cette très fine analyse et la grande honnêteté et authenticité de votre propos. C'est une très belle contribution et très complémentaire. Alors, je pense que nous devons avoir des questions, donc je me tourne vers Christelle et vers Lauriane pour les questions. Premier jet de questions, puis ensuite nous enchaînerons avec Eric Van Munderen. Alors, c'est moi qui lis les questions ou Christelle, vous lisez les questions ? Bon, alors je vais les lire. Oui, alors j'y accède. Donc bon, voilà. Je laisse les gérer vous-même. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires du site e-commerce? Merci d'avance. Alors, du fait, cette année, on va faire 5% de notre chiffre d'affaires en omnicanal. Donc, c'est évidemment très faible par rapport à ce que nous devrions être. On a vu tout à l'heure dans la présentation d'Olivier que la part du e-commerce devrait être entre 10 et 15%. Et dans les marchés dans lesquels on est, c'est véritablement cette proportion-là que nous visons. Évidemment, ça accélère. On a fait 50% de croissance en 2020. On a prévu d'en faire 30 cette année. Et pour atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en pur e-commerce cette année. Si j'y ajoute l'ensemble des services dits omnicanaux, donc le shopping à distance ou autre, là, on va dépasser la part des 10%, on va atteindre les 12,5% en 2021. Et je trouve que c'est déjà un objectif qui est un peu plus convenable. En tout cas, je m'en satisfais déjà un peu plus. Bon, comment le Covid a impacté votre organisation interne, les services, les hommes, femmes, les achats? Alors, évidemment, ça a été très impactant. 2020, ces deux confinements, et en particulier le premier, a été difficile à vivre et pour les achats, très difficile à vivre parce que, évidemment, on a décidé de préserver au maximum notre écosystème, donc de continuer à payer nos fournisseurs, de faire en sorte que de mettre en difficulté personne, mais tout en essayant aussi de préserver notre propre santé financière et donc d'annuler ce qui était possible d'annuler. Et donc le travail des achats a été un travail compliqué en 2020 pour justement balancer entre ces partenaires marques qui sont en difficulté et puis les annulations de commandes, de restes à livrer. Et donc, ça a été un moment pas simple. Le télétravail, on s'y est fait, je dois dire. Moi, ma plus grande inquiétude est justement le jour où on en sortira, comment on arrivera à remettre au travail toutes les équipes. Et donc, bon, moi, je dirais que l'organisation, pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en plein process social. On a finalisé les discussions avec nos partenaires sociaux concernant la mise en place d'un plan social au niveau de notre back-office, du siège. Donc forcément, ça crée des inquiétudes, mais sortir de ce process va permettre aussi, en accélérant maintenant, de pouvoir rassurer ceux qui sont là, qui ont une place encore dans l'organisation
et de continuer à imaginer le futur de nos enseignes. Donc, c'est un moment très, très particulier. Je peux dire, j'ai une petite expérience. Ça fait maintenant 25 ans que j'ai rejoint le groupe Galeries Lafayette. Ça fait 8 ans que j'en suis le directeur général. Évidemment, vivre un moment comme celui-là, ça m'était jamais arrivé, mais j'ai la chance d'être dans cette entreprise familiale avec 2 générations au-dessus de moi qui sont toujours là. Et elle me rappelle régulièrement que c'est sans doute la pire crise que nous ayons à traverser de notre histoire. Et ça tombe sur moi. Donc, on fait avec. Une autre question, ne seriez-vous pas un média, et aussi en fait un média qui valorise des marques, et comment vous gérez cette dimension, notamment online, offline? Alors ça pose indirectement la question qui nous est très chère avec Elisabeth et avec Bearing-Point, qui est l'évolution du e-commerce vers les réseaux sociaux et l'intégration du streaming des réseaux sociaux et la combinaison entre le transactionnel et toute la dimension plus événementielle des réseaux sociaux. Comment vous gérez? Est-ce que vous avez géré ça, ou est-ce que c'était plutôt Non, c'est un excellent point, et je dois dire, ça remonte désormais à mi-2018. On avait présenté avec mon équipe à l'actionnaire un plan stratégique qu'on avait baptisé Média Marchand. Et c'est véritablement l'orientation qu'on souhaitait donner à notre métier. Et qui va totalement avec cette événementialisation, avec ce besoin de donner envie online et offline aux clients de venir voir ce qui se passe. Et évidemment, la crise a un peu rebattu certaines cartes, ralenti certains éléments, mais c'est bien en tout cas la philosophie dans laquelle nous nous trouvons, et ce vers quoi nous nous orientons avec toute l'équipe, notamment évidemment marketing, communication. Et d'ailleurs, on est en train de relancer et on a travaillé à une nouvelle plateforme de marque pour les Galeries Lafayette qu'on avait initialement prévu de lancer en septembre 2021. Bon, je ne sais pas si on pourra le faire en septembre 2021, mais bon, c'est des arbitrages que nous sommes en train de faire avec mon équipe, mais ça se fera en tout cas avant la fin de l'année, parce que je pense que c'est indispensable de continuer à exister dans cette morosité et de continuer à dire que les Galeries Lafayette sont un lieu d'enchantement et pas juste un lieu marchand, qu'on peut venir voir ce qui s'y passe, qu'on peut venir découvrir de nouvelles marques. On va, à l'occasion de la réouverture, avoir le plus grand espace soulier qui va ouvrir au 4e étage du magasin de Boulevard Haussmann. On aura pendant cette période, parce qu'il faut aussi trouver des avantages à ces périodes de confinement, continuer à faire nos travaux d'embellissement du magasin, et donc le 2e étage et le 3e étage qui sont dédiés à l'univers de la femme auront entièrement été revus pour faire plus de place à des DNVB et à pouvoir mettre en avant des marques qui sont des pures marques digitales. Et d'ailleurs, c'est assez rassurant de voir que ces marques digitales souhaitent aller vers le magasin physique, parce qu'elles ont aussi besoin d'aller à la rencontre de clients et de nouveaux clients. Et donc, évidemment, le média marchand, pour nous, est véritablement l'axe sur lequel nous nous orientons, et nous nous réorienterons une fois que la gestion de cette crise très importante sera derrière nous. Alors, une question qui revient sur la RSE, est-ce que les objectifs RSE et la labellisation vous contraignent à du Made in France? Alors, notamment, la question est posée sur les sacs à main, mais on peut les poser sur les chaussures et autres. Et comment ça impacte la réorganisation des filières? Oui, non, c'est évidemment un sujet important, et c'est pour ça qu'on s'est laissé un tout petit peu de temps et qu'on s'est fixé, pour nous en tout cas, pour nous et les marques que nous fabriquons, les marques propres Galeries Lafayette, qu'on s'est fixé cet objectif à l'horizon de 2025 d'être 100% labellisé Go for Good, et qu'en 2020 nous n'étions qu'à 40% et en 2021 normalement à 50%, parce que évidemment on ne peut pas changer du jour au lendemain ces filières d'approvisionnement. Évidemment, on travaille le Made in France, mais le problème du Made in France, c'est qu'aujourd'hui, le tissu industriel français, pour la fabrication de ces produits, n'est pas toujours extrêmement développé. Et donc, il faut aussi du temps pour arriver à réindustrialiser d'une certaine manière, et je ne sais même pas si on y arrivera. Et donc, l'objectif, c'est aussi de, évidemment, sortir du pur Made in China pour aller vers du proche import en Europe ou en Afrique du Nord, qui permettent déjà de faire des économies significatives en taxes, quoi,
en carbone que nous consommons, et c'est bien dans cet objectif-là, en tout cas, que nous travaillons. Je ne sais pas si on arrivera à avoir 100% de nos produits, et d'ailleurs, je ne pense pas, et je suis même sûr que nous n'aurons pas 100% de nos marques propres qui seront labellisées Made in France. Ça me paraît totalement illusoire de croire cela. On a une question sur alors on a beaucoup parlé du non alimentaire, mais aussi sur l'alimentaire. Lafayette Gourmet, quel impact la pandémie a eu et quelles sont les orientations pour 2021? Écoutez, alors le premier confinement, on avait fermé le Lafayette Gourmet. On était un peu dans une phase de sidération, on ne savait pas vraiment comment faire. Et ce qui est vrai, c'est que c'est devenu une activité connexe du grand magasin. Nous n'avons plus qu'un seul gourmet qui se trouve boulevard Haussmann. Et donc, de ce fait, on a fermé. C'était peut-être une décision un peu hâtive. Et que, en tout cas, nous n'avons pas renouvelé lors du deuxième confinement, ni depuis la fermeture de fin janvier. Donc, désormais, le Lafayette Gourmet est ouvert, fonctionne très bien. Je connais des croissances importantes sur les marchés qui restent en activité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gourmet, pour nous, est devenu une activité qui est un mélange entre un supermarché haut de gamme et un lieu de restauration, avec des partenaires qui notamment se trouvent au rez-de-chaussée, mais au sous-sol aussi, des partenaires qui vous proposent une offre de restauration assez significative et qui, par contre, celles-là sont fermées depuis un certain temps. Mais sur les marchés cœurs de la boulangerie, de la chocolaterie, de la boucherie ou autre, et de l'épicerie évidemment, nous connaissons des taux de croissance assez significatifs, mais évidemment avec une clientèle qui est très locale et qui se trouve dans un rayon très proche du magasin du boulevard Haussmann. Donc les clients ont redécouvert le magasin gourmet, et je dois dire que c'est une vraie satisfaction à cette occasion-là. Et d'ailleurs, je fais une erreur, puisque nous avons un autre magasin alimentaire qui est ouvert, qui est le magasin Italie, qui se trouve dans le Marais, qui est tourné autour des savoir-faire italiens, et pour lequel, évidemment, toute la partie restauration, comme dans le gourmet, est fermée, mais toute la partie épicerie est ouverte et connaît un succès phénoménal. Et ce magasin d'Italie Marais continue à faire des performances très intéressantes malgré le confinement que nous connaissons. Merci. Deux dernières questions, parce qu'on doit continuer, mais tout ça est très intéressant, et merci à ceux qui les posent. Alors, deux dernières questions, très complémentaires, et à la fois opposées et complémentaires. L'une sur tout ce qui est la seconde main, comment vous l'intégrez, est-ce que c'est intégré, etc. Et l'autre sur l'intelligence artificielle. On est sur deux axes très différents de système utopique. Est-ce que vous intégrez l'intelligence artificielle dans notamment, je ne sais pas moi, le merchandising, la sélection des assortiments, etc. Alors, je vais faire une réponse assez rapide sur l'intelligence artificielle. Oui, et notamment, on avait lancé un accélérateur avec Plug and Play qui nous a permis de se mettre en contact avec tout un écosystème autour de l'intelligence artificielle, et donc on l'utilise, mais vraiment avec parcimonie. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que ça fait que c'est cœur dans notre activité et que c'est un des éléments qui peut-être que je fais une erreur, hein, et peut-être que je ne suis pas au courant de tout, mais en tout cas, c'est évidemment un sujet de préoccupation, et c'est un sujet sur lequel on doit rester en éveil par rapport à nos métiers, et notamment par rapport comme vous le disiez Olivier, à la sélection de produits, à l'émergence de nouvelles marques, et tout ce que ça peut nous apporter en termes de screening du marché. Et de ce point de vue-là, on utilise l'intelligence artificielle. Après, dans les univers de la data également, on peut et on l'utilise. Maintenant, je ne suis pas totalement expert en la matière, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. Et l'autre question, c'était la seconde main. La seconde main, en effet, et notamment dans le cadre de nos engagements RSE, ça fait partie des sujets sur lesquels on est et on veut être très actif. Donc, on va à l'occasion comme je vous le disais tout à l'heure, de la reconfiguration du deuxième et du troisième étage du magasin du boulevard Haussmann. Alors, je parle souvent du magasin du boulevard Haussmann parce que c'est quand même notre flagship, c'est quand même là où beaucoup de choses se passent. Je n'évacue pas tout le reste, mais c'est vrai que toutes les tendances, on a plutôt en général, voilà,
on les initie dans ce magasin. Et donc, dans la reconfiguration du deuxième et du troisième étage que nous sommes en train de faire, au mois de septembre, on ouvrira au troisième étage 300 mètres carrés dédiés à la seconde main, avec des partenaires qui nous permettront de couvrir l'ensemble du spectre, comme on est souvent en train de le faire aux Galeries Lafayette, c'est-à-dire du plus accessible jusqu'au plus haut de gamme. Et donc, on aura des partenaires qui nous permettront à la fois de trouver des fripes, mais aussi de trouver des marques et des marques des sacs de marques notamment, puisque il est vrai, des choses qui peuvent être particulièrement recherchées dans cet espace-là qui se trouvera au troisième étage du magasin du Boulevard Haussmann. Merci vivement, Nicolas. Tout ça est très intéressant. Je tiens juste à dire sur l'intelligence artificielle que le très haut savoir-faire de notre mécène Bearing Point sur l'usage de l'intelligence artificielle le commerce et le retail est très intéressant et ça amène à des contributions très riches à la fois vis-à-vis de nos étudiants, parce qu'il y a tout le travail de la chaire sur les étudiants, mais aussi en matière de recherche. Et nous allons réorganiser bientôt un petit déjeuner sur le sujet, parce que je pense que c'est un sujet qui évolue beaucoup et là, on a la chance d'avoir vraiment des très grands spécialistes du thème. Merci. Je passe maintenant la parole à Eric Van den Driesch, qui va nous parler d'un monde qui réapparaît. Je le disais tout à l'heure, il y a 35 ans, je faisais une étude lourde sur la disparition de ce secteur. Et le voilà qui revient, ça dépasse en poser plein de questions très intéressantes et un révélateur de nouvelles tendances de consommation et sans doute amplifié par la crise pandémique. Mon cher Eric, je te laisse la parole. Bonjour, donc moi je m'appelle Eric Van den Driesch, je suis le CEO de Pipi Yarns. Pipi Yarns, c'est une société que nous avons créée en cet été 2020 pour reprendre les marques Fil d'Art et Pingouin. Pipi Yarns, ça veut dire fil d'art, pingouin, yarns, fil à tricoter. Mais c'est aussi un petit clin d'œil à ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait le fondateur de Fil d'Art, c'est Gérard Mullier. Et en fait, on voulait aussi dire que c'était le fil à tricoter de Pépé, avec l'idée que c'était une ancienne marque qui a été créée dans les années 45 et qui est en train de revivre aujourd'hui, ou plutôt de rebondir plutôt que de revivre, puisqu'elle n'était pas tout à fait morte. Alors en fait, je suis arrivé en décembre 2019 dans l'entreprise à la demande de l'actionnaire pour voir ce qu'on pouvait faire avec cette vieille dame, cette vieille et belle dame. Et l'entreprise était en grande difficulté. Pour vous donner un peu de chiffres, en 2016, c'était 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était un petit chiffre d'affaires avec 1,1 million de pertes. 39 millions en 2017 avec 1,2 million de pertes. 36 millions en 2018 avec 3,3 millions de pertes. Et 35 millions de chiffre d'affaires en 2019 avec près de 5 millions de pertes. Donc avec un marché qui était en dégradation régulière, avec un certain nombre de choses qui étaient faites, c'est-à-dire que Fil d'Art, c'était aussi du prêt-à-porter, des collants, des chaussettes et du fil à tricoter. Mais donc, en fait, l'entreprise était complètement dispersée. Alors, en fait, pendant 2 mois, j'ai rencontré tous les collaborateurs de l'entreprise, vraiment tous, au niveau du siège et 25% des responsables de magasin. Et globalement, chacun m'a donné une pièce du Pulse. Et à partir de ces pièces du Pulse, on a constitué une stratégie qui nous a permis de se dire qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette vieille dame. Stratégie qu'on a proposée à notre conseil de surveillance fin février, qui l'ont validée, qui a été validée. Et on devait présenter cette stratégie à nos actionnaires, qui est l'association familiale Mullier, le 19 mars de l'année passée. Comme vous le savez, le 17 mars, tout s'est arrêté. Et du coup, on n'a pas pu présenter cette stratégie à nos actionnaires. Et on a pu la présenter le 17 avril en visio, ce qui est quand même pas super simple. Et avec un actionnaire qui avait les grandes enseignes, ces grandes enseignes fermées. Decathlon était fermé, Kiabi était fermé, Leroy Merlin presque fermé, Auchan presque fermé. Et ils nous ont dit, ben voilà, votre projet est sympa, ça a l'air de tenir la route, mais nous, on suit pas parce qu'on va concentrer nos moyens sur nos affaires, nos plus grandes affaires, ce qui est très compréhensible. Et là, on s'est posé la question, que fait-on ? En même temps, les résultats de l'entreprise s'étaient fortement améliorés puisque à partir du confinement,
où la première semaine, on a quand même fermé le site web parce qu'effectivement, nous non plus, nous ne savions pas comment faire, notamment avec la gestion des livraisons. En fait, on a ouvert juste 10 jours plus tard, c'est-à-dire on a réouvert vers le début avril et on a assisté à quelque chose d'incroyable puisqu'on faisait entre 3 fois et 4 fois le chiffre d'affaires du web pendant cette période, avec un engouement incroyable de clients pendant les mois d'avril et de mai, et avec un recrutement incroyable, puisque nous avons eu 17 000 nouveaux clients dans cette période, sur une base de 100 000 clients, ce qui est juste énorme, avec plein de choses nouvelles qui se sont passées, c'est-à-dire que 60% de ces nouveaux clients avaient moins de 45 ans. Plus étonnant, 30% de ces nouveaux clients avaient entre 25 et 34 ans, alors qu'ils représentent 17% dans la base actuelle. Et encore plus étonnant, il y avait 30% d'hommes, c'est-à-dire qui se sont mis à tricoter. Donc, on s'est posé plein de questions. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des figures emblématiques masculines qui tricotaient, comme Antoine Griezmann, par exemple, qui tricote avant les matchs. Ce qui est et il y a eu un reportage à la télévision où en Islande, au bistrot, on ne joue pas aux cartes, mais on tricote entre mecs. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui se sont passées qui font que le tricot est en train, sans doute, de redevenir quelque chose d'intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que on a assisté à un mouvement qu'on appelle, nous, de trichothérapie ou de zen tricot. En anglais, ils disent mednication, avec le med, knit comme tricoter et tation. C'est assez joli comme terme. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on va faire une proposition de reprise. Et il nous fallait donc trouver 10 millions d'euros pour reprendre l'entreprise, pour la relancer. On a appelé nos copains qui avaient un peu d'argent, puisque nous, on n'avait pas les 10 millions d'euros. Et en 3 semaines et demie, on a trouvé 12 millions d'euros avec la plupart des investisseurs individuels et deux investisseurs institutionnels qui nous ont accompagnés, avec aussi des investisseurs qui sont issus de la famille Muem, qui ont investi à titre individuel parce qu'ils ne voulaient pas laisser tomber l'entreprise de leur grand-père. C'est assez joli aussi. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une histoire de réconciliation. C'est quoi la stratégie qu'on a décidé d'adopter? Il y a 4 piliers. Premier pilier, se reconcentrer sur le fil à tricoter. Donc, nous avons abandonné le prêt-à-porter. On a 2 marques qui sont assez jolies, qui sont Fil d'Art et Pingouin. Fil d'Art avec une notoriété absolument incroyable de 75% de notoriété, avec 45% de notoriété spontanée, ce qui est juste complètement fou. Et Pingouin avec une notoriété qui est un peu plus faible, qui est à 45% sur le marché, une notoriété spontanée de 10%. Mais c'est quand même une belle marque. Ce qui est absolument incroyable aussi, c'est que ces 2 marques sont roubaisiennes et donc sont nées à Roubaix, puisque en gros, il y avait 2 familles à l'époque qui faisaient du fil à tricoter. Il y avait Fil d'Art, la famille Mullier, et la famille Prouveau-Mazurel avec la lainière de Roubaix qui est très connue et qui avait lancé la marque Pingouin à l'époque. Donc, concentration sur le fil à tricoter. Deuxième pilier, devenir une web compagnie. Ça veut dire quoi, devenir une web compagnie? C'est qu'en fait, notre marché est un marché de niche, clairement, et un marché de niche pour les passionnés. Et nous pensons que pour adresser un marché de niche pour les passionnés, le web est un excellent outil puisqu'on peut développer beaucoup de choses autour du web et notamment une trilogie produits, services, conseils qui permet d'adresser ce marché de passionnés. Donc, orientation web très forte en termes de mentalité et en termes de chiffre d'affaires. En gros, on a écrit 50% du chiffre d'affaires sur le web et 40% en wholesale, donc avec des distributeurs indépendants. Donc, on change le modèle puisque le modèle de Fil d'Art était principalement succursale et affiliation et franchise. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on devait effectivement, par rapport au partage de risques dont on parlait tout à l'heure, partager les risques et avoir un réseau de distributeurs indépendants. Donc, on a travaillé autrement, qui nous permettait effectivement de retrouver de l'ambition. Pourquoi? Parce que les distributeurs indépendants sont des gens qui conseillent très bien leurs clients, qui ont une histoire avec eux et avec elles, et qui en fait sont un support incroyable
notamment de conseils et de services. Et donc, on va travailler de plus en plus là-dessus. Donc, en gros, aujourd'hui, le retail classique, c'est 10% du chiffre, 40% en wholesale et 50% sur le web. Ça, voilà, ça c'est le deuxième pilier. Donc, premier pilier, fil à tricoter. Deuxième pilier, web compagnie. Troisième pilier, RSE. Alors, tout le monde y va forcément, mais ça a particulièrement du sens pour Fildar et Pingouin. Et on a écrit RSE avec 2 S et 2 E. C'est-à-dire que effectivement, nous voulons avoir une responsabilité sociétale, mais nous pensons que nous ne pouvons pas être sociétalement responsable si on n'est pas socialement responsable à l'intérieur de l'entreprise. Et par exemple, on a décidé de ne plus payer personne en dessous de SMIC plus 10 d'ici à 2 ans. Et on a démarré cette année avec SMIC plus 3%. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde va être au moins payé à SMIC plus 3%, parce que c'est très important que, j'y reviendrai plus tard, que les salariés les moins payés de l'entreprise aient une perspective de progression de rémunération. 2 E, parce qu'effectivement, on veut être écologiquement responsable, mais on ne peut pas être écologiquement responsable si on n'est pas économiquement rentable, parce que sinon, ça ne tient pas la route, et que donc, les deux sont intimement liés, et que les décisions écologiques doivent être aussi économiquement rentables. Et le quatrième pilier, c'est le mode collaboratif qu'on veut développer avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, avec nos clients et avec l'ensemble des stakeholders de notre environnement. Et on parle beaucoup d'écosystème en ce moment, et donc on veut vraiment créer un écosystème autour du fil à tricoter pour développer et éventuellement s'associer avec des confrères sur le développement du fil à tricoter, et j'y reviendrai aussi. La conséquence de ça, c'est que malheureusement, on a fermé beaucoup de magasins puisque nous n'avons repris que 15 magasins sur les 100 existants. Cette proposition avait été faite au tribunal de commerce donc le 3 septembre. C'était jugé le 8 septembre et le 1er octobre, on a repris l'entreprise. Donc, on a repris que 15 magasins sur les 100 existants, 8 succursales et 7 affiliés. Au niveau des affiliés, 46 magasins affiliés sur 60 sont devenus distributeurs indépendants ou sont redevenus distributeurs indépendants et 14 ont fermé. Et globalement, on a conservé que 90 collaborateurs sur 220 en direct, ce qui a été très douloureux, mais comme Nicolas tout à l'heure, en fait, ce sont des choix qui permettent d'envisager l'avenir et qui sont vraiment très douloureux et très difficiles à vivre, mais en même temps absolument nécessaires si on voulait continuer. Je vais vous parler des résultats actuels au bout de 5 mois de reprise pour vous donner une idée. Donc, en gros, l'entreprise se transforme à une très, très grande vitesse. On déménage cette semaine sur Roubaix, donc on revient à nos racines. C'est la semaine du déménagement cette semaine. Nous sommes redevenus une start-up avec la chance d'avoir des profondes racines. Ça, c'est juste incroyable puisqu'on a 2 marques avec des notoriétés, comme je vous l'ai dit, qui sont absolument folles. Et c'est une start-up qui va réaliser cette année 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50% sur le web, 40% en wholesale et 10% en retail. Juste un parallèle, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec 100 magasins, on réalisait 35 millions de chiffre d'affaires, alors qu'avec plus que 15 magasins et en se concentrant sur le web et sur le wholesale, on va réaliser 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi intéressant de voir que dans ce type de produit, le modèle retail n'était plus forcément complètement adapté. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des progressions de chiffres dans les 5 derniers mois? On a fait plus 66 en fil à tricoter sur le web, sur le cumul des 5 derniers mois. Et si on compare la totalité du chiffre de l'année passée, et c'est la totalité, de 2018, pas de 2019, de 2019 et pas de 2020, pardon. Si on compare là sur la totalité du chiffre, on fait plus 52, c'est-à-dire que le fil à tricoter seul permet de faire plus 52 par rapport au fil à tricoter et au prêt-à-porter. En wholesale, c'est plus 24 en fil à tricoter et plus 21 sur le total. Et en magasin, c'est plus 28 en fil à tricoter, un magasin comparable, et plus 5 sur le total, alors que nos magasins vendaient pas mal de prêt-à-porter. Donc, on a
Les résultats, on peut dire qu'ils sont là. Ça veut dire que le pari est en passe d'être réussi. Même si nous avons beaucoup de problèmes, même si on doit continuer de boucher les trous parce que c'est une entreprise qui était ancienne et qui fuyait un peu. On dit chez nous que le seau était un peu percé et qu'il fallait boucher les trous. Même si nous devons faire face à des gros problèmes d'approvisionnement, puisque si nous, on marche bien en fil à tricoter, le marché se porte bien aussi. Et du coup, les fournisseurs n'étaient pas en passe de produire tout ce qu'ils doivent produire pour les différents acteurs, mais aussi avec des problèmes de matières premières, notamment l'acrylique, et des fermetures d'usines dues au Covid, puisque tout le monde est en activité réduite. Donc, on a des gros problèmes d'approvisionnement. Et donc, on pense en plus qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Alors, j'ai essayé, compte tenu du thème d'aujourd'hui, j'ai essayé de tirer les premières leçons de cette expérience que nous avons vécue. Il y a une première expérience qui est, je pense, qu'il est nécessaire aujourd'hui de se concentrer sur son métier et que se concentrer sur son métier est source de succès et que se disperser est source de dispersion. Et beaucoup de retailers, par le passé, parce que ça fait à peu près 40 ans que je fais ce métier, je suis dans ce métier-là. En fait, la tentation du retailer classique, c'est quand ça va un peu moins bien, c'est d'essayer de se disperser. Et au contraire, je pense qu'il faut se concentrer. Et donc, nous, on s'est concentré sur le fil à tricoter avec une priorité web et wholesale. Et pour vous donner un exemple de concentration, en fait, Fildar, préalablement, c'était 2 marques, 6 canaux de distribution et 3 lignes de produits, prêt-à-porter, chaussants et fil à tricoter. Et aujourd'hui, on a 2 marques, 4 canaux de distribution et une ligne de produits. Ça veut dire qu'avant, il y avait 36 éléments. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 8. Donc, la concentration est nécessaire parce que nous pensons, et je pense, que c'est très important de bien faire ce qu'on a à faire et que les clients sont reconnaissants de ça. La deuxième leçon que je peux en tirer, c'est que retrouver l'esprit entrepreneurial des équipes est source d'énergie. Alors ça, en fait, je vous apprends rien, on le savait déjà, donc rien de nouveau sur le soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, en tant que dirigeant, on recrée les conditions d'un changement régulier, de recréation permanente et donc de récréation permanente, parce que c'est intéressant la recréation et la récréation, parce que ça donne de l'énergie et de l'oxygène. L'idée de permettre la responsabilité à tous les niveaux et pas la responsabilisation, parce que la responsabilisation, c'est toujours un acte descendant, alors que la responsabilité, c'est un acte qui vient de là où c'est. Et donc forcément, si on fait la responsabilité ou si on donne la responsabilité ou si on permet la responsabilité à tous les niveaux, il faut que les dirigeants donnent la confiance. Et la vraie question, c'est comment, pour retrouver un esprit entrepreneurial, comment allons-nous recréer de la vraie confiance dans nos équipes? Et la seule solution, de mon point de vue, c'est de faire des actes là-dessus. Et par exemple, des gestes forts qui permettent de voir qu'effectivement, il y a confiance. Et par exemple, chez nous, on a décidé à la reprise de l'entreprise de ne plus contrôler aucune note de frais. À partir du moment où on pense que les collaborateurs sont responsables, ça veut dire qu'ils sont responsables des frais de l'entreprise et donc responsables de leurs notes de frais. Et donc, on contrôle plus leurs notes de frais. On paye toutes les notes de frais sans aucun contrôle. Ça a été un élément déclencheur en termes psychologiques de beaucoup de choses qui se sont passées parce que effectivement, les gens ils se sont dit non seulement ils nous disent qu'ils nous font, enfin que la confiance va être une base de travail chez nous, mais en plus, il le montre. Alors en fait, à partir de là, on est en train de recréer une culture d'entreprise qu'on a appelée Pip Yarns au bifidus actif, pour reprendre l'expression de Danone. Le bifidus actif, c'est que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et je pense profondément que effectivement, ce qui se fait à l'intérieur des entreprises et notamment chez les retailers se voit à l'extérieur et que globalement, le climat de travail, le climat de responsabilité et le climat d'accueil des clients et le climat de confiance qu'on peut développer à l'intérieur de l'entreprise a forcément un grand impact sur la façon dont les clients le ressentent. Troisième leçon, je pense qu'on ne peut plus faire un projet retail. C'est plus possible de faire un projet retail sans engagement social, sociétal, écologique et économique.
Euh, et, euh, et je pense que nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire, nous, dans chacun de nous, dans l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, où sommes-nous prêts à dépenser de l'argent, puisqu'on parle d'investissement dans la RSE, mais en réalité, au début, c'est de la dépense. Donc, où est-on prêt à dépenser? Et où est-on prêt à investir sur ce sujet? J'ai deux exemples à vous donner qu'on essaie de faire. Comme je vous l'ai dit, en fait, on va augmenter progressivement les salaires de base pour arriver à SMIC plus 10, parce que je pense que ceux qui font le commerce, c'est-à-dire les collaborateurs qui rencontrent le client, que ça soit en magasin ou pour nous sur le web en entrepôt, parce que ce sont eux qui produisent ce que va trouver le client quand il va recevoir son colis. Donc, c'est les deux, c'est les employés magasins et les employés d'entrepôt. Ce sont eux qui rencontrent le client et donc ils sont très importants pour la réussite de nos business. Ça veut dire que la considération qu'on doit avoir pour eux doit être importante et forcément la considération, c'est aussi la considération salariale. Quand j'ai démarré dans le commerce, il y avait pas mal de progression de chiffres. Et donc, il y avait l'intéressement et la participation qui faisaient la différence en termes de salaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire dans nos entreprises par rapport aux salaires les plus bas? Le deuxième chose par rapport à l'engagement RSE, c'est comment on fait pour oublier le chiffre et se concentrer sur la marge. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on va vers une période moins mais mieux. Et moins mais mieux pour nous commerçants, ça veut dire plutôt se concentrer sur la marge que sur le chiffre d'affaires. Ça nous pose pas mal de questions, notamment comment allons-nous éviter le gâchis, les surstocks, les soldes et les surplus d'achats dont a parlé Olivier tout à l'heure, qui gangrènent nos commerces, parce que globalement, entre ce qui se passait il y a 35 ans et aujourd'hui, il y a une vraie différence en termes de stock résiduel, notamment parce que dans le prêt-à-porter notamment, on a beaucoup acheté loin et forcément on achetait ce qu'on ne savait pas encore, ce dont on ne savait pas encore la performance. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que le fait d'éviter le gâchis, c'est non seulement une obligation morale, mais c'est aussi une demande de plus en plus insistante des clients. Et on a vu ce qui s'est passé avec H&M il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le Covid. Et ça transformera sans doute profondément le choix de nos marques. Et je pense en plus que c'est un geste vertueux de saine gestion économique, parce que quand on voit tout ce qui se perd comme marge avec tout ce qui est acheté en trop, c'est juste complètement délirant. Et la quatrième leçon, c'est comment va-t-on réfléchir autrement? Et comment va-t-on réfléchir autrement? C'est, je pense, la façon de réfléchir des leaders. C'est-à-dire, ma question est non pas aujourd'hui comment je vais développer ma part de marché, mais ma question est comment je vais développer mon marché. Même si j'utilise des choses pour développer mon marché qui servent à mes concurrents ou mes confrères, eh ben, tant mieux parce que forcément, comme j'ai une part de marché, je vais progresser avec mon marché. Et si on réfléchit à ce qui s'est passé pour Decathlon à l'époque, quand ils ont démarré, ils ont voulu faire progresser le marché du sport. C'était leurs seules ambitions. Et du coup, ils sont devenus leaders d'un marché qu'ils ont fait progresser partout dans le monde. Et je trouve que cette logique de dire comment je fais pour faire progresser mon marché, mais ça a été le cas aussi des succursalistes de l'habillement dans les années 80, ça a été le cas de beaucoup de gens qui se sont dit comment on va faire progresser notre marché, au lieu de se poser la seule question, comment je vais me battre avec mes concurrents et faire progresser ma part de marché. Et on revient au mode collaboratif dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je pense que c'est une vraie nouvelle dimension qu'on doit imaginer. Donc, comme la meilleure chose, c'est de s'appliquer les choses pour soi-même, on a décidé sur notre site internet de faire une wool school. Vous pouvez la trouver en haut à droite du site si vous voulez apprendre à tricoter. Et en fait, ce sont des cours gratuits auxquels vous inscrivez et qui vous permettent d'apprendre à tricoter. Parce que notre problème pour le marché du fil à tricoter, c'est de permettre à beaucoup de gens d'apprendre à tricoter. Et donc, on a développé cette logique de tricot et d'apprendre à tricoter. Et donc, on va essayer de développer le marché
plutôt que de développer notre part de marché. Voilà. Mon cher Eric, merci pour ce témoignage fort riche et cette fine analyse des enseignements. Il y a une question déjà qui est quasiment dans la même logique, qui pose la question du crowd making. Vous avez abandonné le retail, mais pourquoi ne pas le réintroduire en faisant tricoter localement des pulls qui seraient vendus à la pièce, et notamment par les hommes? Oui, en fait, on voudrait redévelopper autour. D'abord, on va aller par étapes, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il faut boucher les trous. Ensuite, il faut qu'on se ressente sur notre métier de base, qu'on refasse bien les choses. Une fois que les bases seront bien posées, effectivement, on va redévelopper de la fabrication de pulls, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des tricoteurs ou des tricoteuses avec des gens qui souhaitent avoir des pulls tricotés, et avec un paiement direct, en fait, de mettre en relation des gens sur ce sujet-là. Et partout en France au début, puis peut-être partout en Europe ensuite. Donc, on voit l'application de toutes ces techniques de foule qu'on a déjà évoquées pour la micrologistique urbaine, etc. Là, pour la fabrication locale, très, très intéressant. Alors, le même contributeur très actif dans nos participants posait la question de savoir si vous étiez aussi, la vente se faisait aussi sur des applications en smartphone. Oui, tout à fait. Mais ça aussi, on doit tout. En fait, en gros, aujourd'hui, on a un site internet qui est un vieux site internet qui a été fait sur Magento 2. Donc, notre première action a été de remettre tous nos sites, c'est-à-dire qu'on a un site Wholesale et 2 sites de Marc Pingouin et Fildar. On a tout remis sur la même plateforme pour être plus cohérent. Ce site est en Magento 2 et là, on va tout refaire, c'est-à-dire qu'on a démarré un programme de réfection complète de nos sites web. Et donc, forcément, avec des applications sur smartphone et sur tablette. Alors, il y a une question dont je décline toute responsabilité d'un certain Gontran T, dont je tairai le nom. Il demande si tu tricotes toi-même. Non, mais je vais apprendre. Tu peux lui retourner la question, mon cher Gontran. Et toi, est-ce que tu sais tricoter? Bon, je sens qu'il va y avoir un gimmick maintenant autour de la chaire et de son réseau et de ses amis à celui qui viendra avec le pull le plus destroy. Une dernière question à notre ami Eric avant de passer à Proximis. Non, bah écoutez, on verra s'il y en a encore tout à l'heure. Merci mille fois, Eric, c'était absolument passionnant. Et puis c'est intéressant parce que c'est vraiment cette tendance du cocooning, du borrowing, mais aussi du participatif, enfin autour d'un secteur qu'on croyait perdu. Et je crois que tu en as fait la belle démonstration. J'accueille maintenant. Merci. J'accueille maintenant Tavi Kamtam, qui est donc le responsable de Proximis et qui va nous montrer comment le commerce unifié, l'unification du commerce avec les différents canaux a été extrêmement utile, comme on l'a vu tout à l'heure, pendant cette crise, et à quel point ça s'inscrit évidemment dans une tendance lourde que dans cette chaire nous investiguons depuis 5 ans, le commerce 4.0. Alors, ce n'est pas uniquement la dimension digitale, hein, on est aussi, vous l'avez vu, très sensible, et on travaille beaucoup sur des recherches en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale, mais enfin, revenons aussi à la nature même du 4.0, c'est-à-dire comment le digital et le figital permettent de faire évoluer le commerce, notamment pendant cette pandémie. Donc, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super. Merci donc Olivier, merci à l'ESCP et Bearing Point d'avoir convié Proximis à cette chère et intéressante discussion autour du commerce et post-Covid, on va dire, avant Covid et post-Covid. Donc, je vais présenter en quelques mots qui est Proximis, quels sont les enjeux auxquels nous répondons. Je vais présenter quelques use cases pour matérialiser ce que nous avons apporté au marché. Et puis, une petite innovation qu'on va vous présenter également en fin de présentation. Alors, Proximis, c'est une retail tech. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est une société technologique destinée uniquement au secteur du retail. On a créé en 2017 la première plateforme de commerce unifié en Europe. C'est une société française dont l'équipe de développement est à Strasbourg et le siège à Paris, avec une soixantaine de passionnés qui aujourd'hui servent une soixantaine de clients retailers et de marques. Donc, vous voyez ici quelques exemples. Le commerce unifié touche tous les secteurs d'activité, comme je peux vous montrer sur cette diapositive. Alors, comment est né le commerce unifié et comment est né Proximis? En fait, elle est née simplement sur l'analyse des consommateurs, du comportement des consommateurs qui a fortement évolué en fait depuis l'arrivée du e-commerce dans les années 2000 et puis accéléré également dans les années 2010,
où on sait aujourd'hui, c'est une étude de Salesforce qui dit que 77% des consommateurs passent par plusieurs canaux avant de procéder à un achat. Pour autant, comme vous et moi, on est 81% à commencer à faire nos recherches sur Internet avant d'aller acheter en magasin. Donc, cette nécessité de préparer un petit peu son parcours d'achat via Internet et pas forcément de terminer son achat sur Internet. Et en opposition, on voit que 56% des achats qui sont faits sur Internet viennent d'un parcours en magasin. En fait, ce que je veux montrer à travers cette slide-là, c'est que le consommateur devient imprévisible avec la démultiplication des canaux et qu'il est devenu très difficile pour les retailers et pour les marques d'accompagner dans une forme d'entonnoir, finalement, le parcours du consommateur et qu'il a été obligé de se transformer. C'est ce qu'on a vu ces dernières années avec l'arrivée de l'omnicanalité, qui est donc de dire on va essayer de relier tous les points de contact possibles entre un consommateur et le système d'information et les stocks des magasins et le vendeur. La problématique de l'omnicanalité, c'est que c'est quand même malheureusement assez complexe à mettre en œuvre, puisque comme vous le voyez là à travers cette présentation, il faut relier finalement le système d'information avec chaque canal, et ça continue à créer finalement les silos qui existent dans l'organisation de la plupart des retailers. Hein. C'est une organisation où vous avez une direction digitale, vous avez une direction des magasins, vous avez une direction du contenu, etc., service client. Et on voit que finalement, on reproduit ces silos à travers l'omnicanal. Alors, beaucoup d'experts aujourd'hui, et notamment Bearing Point, mais Forbes et Forrester ont également dit que l'omnicanalité était une phase nécessaire à l'évolution du commerce multicanal, enfin monocanal au départ, puis multicanal et omnicanal, et qu'aujourd'hui, on passe à ce qu'on appelle le commerce unifié, donc c'est-à-dire l'homogénéisation finalement du parcours des consommateurs, quel que soit le point de contact et le canal d'achat que va emprunter le consommateur. Et donc, il y a un article intéressant d'ailleurs qui a été publié par Bertrand Clémensin en février sur LSA, que je vous invite à aller découvrir également. Alors, nous, comment nous voyons le commerce unifié chez Proximus, hein? On reprend un peu les canaux que je vous ai présentés dans le schéma de l'omnicanalité, et puis le système d'information existant hein, de l'entreprise. L'idée, en fait, du commerce unifié, c'est un peu Jack Ma qui l'a mis en 2006, Jack Ma d'Alibaba, quand il a dit que le New Retail, on s'approche hein, de ces concepts de transformation du retail, c'est finalement l'agrégation du online, du offline, la supply chain et la data. C'est vraiment cette idée d'avoir un stack technologique, un écosystème qui va finalement entourer le consommateur, quel que soit le canal qu'il va emprunter. Et donc, Proximus a créé ce middleware qui est hébergé aujourd'hui dans le cloud. Hein. C'est une plateforme SaaS qui permet de connecter finalement le système d'information d'un retailer, d'une marque, et permettre de collecter les données, notamment de disponibilité de stock. Tout à l'heure, on parlait de mutualisation du risque. Olivier, tu l'évoquais sur cette partie-là. La mutualisation du stock, elle peut être faite que si on relie finalement l'information où se trouve le stock dans le même endroit pour pouvoir l'offrir finalement au consommateur. Si je prends l'exemple de cette veste-là, cette veste noire en taille M, elle peut être à la fois dans un magasin à Paris, un magasin à Reims, à Marseille, mais également dans l'entrepôt de la marque. Et l'idée, c'est de dire au consommateur, toi, consommateur qui cherche une veste en taille M, tu as la possibilité de le recevoir chez toi, expédié depuis l'entrepôt. Tu as la possibilité de le récupérer si le magasin le plus proche de chez toi est à Paris, en click and collect, ou te le faire expédier par le stock de Reims, si c'est celui-ci qui a le seul produit qui reste sur tout le réseau. Et cette donnée collectée, elle permet d'être utilisée et disponible pour le canal e-commerce, mais on la rend également disponible pour le magasin physique. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans la notion de commerce unifié, c'est qu'un vendeur est capable de vendre des produits qu'il n'a pas dans son magasin, tout simplement parce qu'il a accès à l'information. Combien de fois vous êtes allé dans un magasin où on nous dit finalement, il n'y en a plus de la taille que vous cherchez, mais il faudrait téléphoner ou il faudrait aller voir dans un autre magasin parce que le vendeur n'est pas lui-même connecté. On parlait tout à l'heure de vendeurs connectés et Nicolas Houzé en parlait également dans sa présentation. Le vendeur connecté, c'est pas juste avoir une tablette. Il faut que la tablette, la technologie serve finalement à un besoin d'expérience consommateur. Et l'expérience du consommateur, c'est quand il arrive en magasin qu'il ne soit pas déçu parce que l'enseigne ne s'est pas organisée pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir le satisfaire. Et donc, cette plateforme que je vous présente ici embarque également un orchestrateur de commandes qui va être capable de gérer des commandes qui viennent à la fois du magasin comme d'un canal digital
que peut être le e-commerce, mais on parle de plus en plus de canaux digitaux comme Instagram Shopping, ou TikTok Shopping, ou Facebook Shopping, qui sont des nouveaux canaux qui sont en train d'arriver et qui sont en train de se démocratiser. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le panier d'achat dans lequel le consommateur va commencer son parcours doit le suivre tout autour de tout le long de son parcours d'achat. Et finalement, ce qu'on remet au centre, c'est le consommateur dans la stratégie du commerce unifié. C'est le consommateur et son panier qui est capable d'embarquer finalement des produits venant de stocks différents, avec des modes de livraison différents, venant de propriétaires différents, par exemple de franchisés. Tout à l'heure, on évoquait ce sujet-là, cette notion de propriété de stock, comment on mutualise le risque entre celui qui est la maison mère ou le franchisé ou la succursale ou la coopérative, par exemple. Aujourd'hui, on est capable d'adresser beaucoup de nos clients, ce sont des clients de marques avec une organisation sous forme de franchisé. Et tout ça avec un seul paiement, finalement, dans un panier qui est complètement mixte, complètement hétérogène. Et ça, finalement, vous retrouvez un peu l'expérience qu'offre Amazon. Lorsque vous êtes sur Amazon, on parle souvent d'Amazon comme un épouvantail aujourd'hui dans le monde du commerce de détail. Amazon a offert cette expérience-là sur 2 piliers. La première est de dire, lorsque vous allez sur le site d'Amazon, vous êtes quasiment sûr de trouver le produit que vous voulez s'il existe quelque part, soit dans les entrepôts d'Amazon, soit sur la marketplace chez un vendeur tiers. Et on va vous le livrer rapidement, qui est une promesse finalement de service où aujourd'hui le consommateur veut tout de suite et n'importe quand. Parce on cite souvent les 3 A, hein, anything, anywhere, anytime. Et donc, l'idée de reproduire cette expérience pour nos commerces de détail, nos enseignes françaises, permet aussi d'utiliser les magasins et les vendeurs comme un asset que Amazon n'a pas. Donc, il y a encore moyen d'être en compétition avec les géants du e-commerce en proposant et en utilisant finalement les stocks des magasins, les vendeurs et cette notion de commerce unifié autour de l'organisation commerciale d'un retailer ou d'une marque. Et voilà, pour vous donner quelques exemples, matérialiser ce que je viens de vous dire, je vais vous faire une chronologie avant la Covid et après la Covid, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. En 2018, comme vous l'avez dit, en 2017, nous avons créé la première plateforme de commerce unifié. En 2018, les Galeries Lafayette, et Nicolas Houzé l'a cité tout à l'heure, a choisi Proximis pour mettre en place le premier pas vers le commerce unifié, qui est de dire on va instaurer un service de click and collect et de e-réservation qui va relier finalement les stocks de magasins avec le site e-commerce. Les tests ont été faits en POC en décembre 2017. Ils ont été tellement concluants que dès janvier, la direction des Galeries Lafayette a décidé de lancer le projet, d'équiper les 57 magasins des Galeries Lafayette et du BHV, du click and collect et de la e-réservation, en mettant à disposition des vendeurs, des smartphones, des PDA Android, sur lesquels est installée l'application de Proximis et qui permet à un client, lorsqu'il passe une commande sur Internet, de notifier un vendeur en magasin de la commande qui a été passée en click and collect et e-réservation. Et le vendeur de Galeries Lafayette va aller dans un corner pour récupérer le produit. Comme vous savez, hein, le système des Galeries Lafayette, ce sont des marques qui sont sous forme de corner dans l'espace des Galeries Lafayette. Donc, le vendeur va aller récupérer ça sur la surface de vente et va la mettre à disposition du client qui va pouvoir venir le chercher dans les espaces dédiés au click and collect. Et ça, on a mis en place et déployé dans les 57 magasins. C'était plus de 100 vendeurs équipés en 3 mois. Donc, on voit qu'on peut rapidement mettre en place un système de commerce unifié avec le premier pas qui est le click and collect et la e-réservation. En 2019, la Grande Récré et Olivier, tu l'as évoqué tout à l'heure, la difficulté qu'a rencontré le secteur du jouet ces dernières années. La Grande Récré, malgré tout, a décidé d'investir vers le digital et a mis en place avec Proximis la plateforme de commerce unifié total. Donc là, ce n'est pas uniquement le click and collect et la réservation, c'est la refonte du site e-commerce en totalité, relié à l'ensemble des 150 magasins, avec des PDA également. Donc là, on parle de 1000 vendeurs équipés. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de la Grande Récré, le vendeur va principalement vous accueillir pour vous accompagner dans les rayons, avec le PDA vendeur qui va lui permettre de vendre et d'encaisser dans les rayons les produits. Et également vendre des produits qui ne sont pas disponibles dans son magasin. Et vous le savez que c'est les produits saisonniers comme les jouets ou comme la mode, où en fin de saison,
si sur la liste du Père Noël, votre enfant a dit qu'il faut un Star Wars Lego, ça ne sera pas un Playmobil qui l'attendra sous le sapin. Le vendeur de la grande récré doit être capable de dire j'en ai plus dans mon magasin de Saint-Lazare, il en reste dans le magasin de Montparnasse, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez le payer ici et le récupérer au magasin de Montparnasse? Est-ce que vous voulez que le magasin de Montparnasse, comme l'évoquait tout à l'heure Nicolas Houzé, fasse du ship from store et vous l'expédie chez vous? Mais cette possibilité de service n'est rendue possible que si l'ensemble des magasins sont connectés au même système d'information. D'où cette notion de data hub collectant la donnée de disponibilité des stocks à travers tous les magasins. Et ce qui a fait qu'en 2020, la Grande Récré a été élue meilleure chaîne de magasins de jouets de France par l'organisation meilleure chaîne de magasins de France. En 2020, vous connaissez tous l'enseigne Jeff de Bruges, évidemment, et surtout en ce moment avec Pâques. Jeff de Bruges, l'année dernière, a subi, comme tout le monde, la fermeture des magasins. Ça a été compliqué, évidemment, pour la livraison et la mise à disposition pendant Pâques des chocolats. Et Denis Larieux, qui est le DG de Jeff de Bruges, avait déjà entamé cette transformation digitale. Et il a fini par décider au mois de mai d'être prêt pour Noël. Et donc, en 5 mois, nous avons déployé le commerce unifié, donc à nouveau le site e-commerce, la capacité en magasin de vendre des produits qui ne se trouvent pas en magasin et également de relier les stocks pour faire du click and collect, de la e-réservation et également du coursier, donc la livraison en coursier. En 5 mois, l'ensemble des 500 magasins, 400 franchisés, 100 succursales ont été équipés. Et à isopérimètre, ils ont multiplié par 3 leur vente de e-commerce durant cette période-là. Donc, on montre bien à travers cet exemple aussi que lorsqu'on offre les bons services aux consommateurs, les consommateurs les utilisent. Encore un exemple en 2021, puisque le site vient tout juste de sortir, c'est le site de André. Alors, ça m'a rappelé un peu l'histoire qu'a évoqué Eric tout à l'heure par rapport à Fildar. André, comme vous le savez, est une enseigne historique qui a plus de 100 ans aujourd'hui sur le marché français et qui a connu quelques difficultés. C'était une enseigne qui appartenait à Spartoo, qui a été rachetée après la Halle, a été rachetée par Spartoo. En juillet 2020, François Féjou, ancien directeur des RAM, a décidé de récupérer au tribunal cette belle enseigne historique française et a récupéré 68 magasins et a décidé, parce qu'il fallait sortir aussi du e-commerce de Spartoo, de se lancer dans le commerce unifié en reliant d'ores et déjà dans sa stratégie les magasins physiques avec le e-commerce. Et nous avons sorti la connexion du nouveau site e-commerce avec les notions de click and collect dans les magasins pour faire du drive to store, donc ramener le consommateur vers le magasin en 3 mois. Et dernier exemple qui va arriver pour vous donner encore un exemple de secteur complètement différent. On a vu les Galeries Lafayette qui sont des grands magasins, le secteur du jouet, chocolatier, de la mode. Nous allons accompagner la Fédération française de tennis, qui est l'organisatrice de Roland-Garros, pour mettre en place le commerce unifié pour sa boutique La Griffe, qui vend évidemment tous les produits dérivés du tournoi du Grand Chelem qui est Roland-Garros, avec la mise en place de magasins éphémères pendant l'événement. Alors, on espère évidemment que tout ça va pouvoir se tenir sur 2021. La mise en place de caisses mobiles, notamment avec le partenariat avec la BNP et Accepta, qui permet sur un appareil unique d'avoir l'application de Proximis permettant de vendre, mais également d'encaisser. Donc, en termes d'ergonomie, également, vous allez retrouver des solutions qui vont permettre de démocratiser cette notion de vendeur mobile, de vendeur connecté, complètement autonome, qui va aller jusqu'à du renseignement jusqu'au paiement. Et ça, c'est aussi un projet qui s'est fait en 5 mois. Donc, pour aussi démystifier cette notion de commerce unifié qu'on évoquait tout à l'heure, entre l'omnicanalité et le commerce unifié, utiliser un stack technologique qui est dédié au commerce unifié, c'est aussi la garantie de pouvoir déployer rapidement la connexion sur tous les canaux d'une solution qui va permettre de rendre disponibles les stocks avec la demande des consommateurs. Et ça, vous voyez, les moyennes de déploiement sont de 3 et 7 mois, selon la complexité des magasins. Et donc, ça veut dire qu'il est encore temps de se préparer et de résister au stop and go qu'on connaît depuis plus d'1 an
sur l'ouverture et les fermetures de magasins, pour aussi utiliser, tout à l'heure, j'ai entendu l'utilisation des stocks des magasins pour faire du ship from store, ce qu'on appelle généralement aujourd'hui le dark store, hein, ça veut dire des mini-entrepôts quand les magasins sont fermés pour pas immobiliser de la trésorerie de magasins, surtout sur des produits saisonniers comme dans les produits de la mode. C'est important de pouvoir avoir une technologie qui permette de rendre cela possible. J'en ai presque terminé, mais je voudrais quand même vous montrer quelques chiffres qui sont très intéressantes, qui sont issus notamment de l'étude de la FEVAD, sortie le 4 février. Donc la FEVAD, c'est la Fédération française du e-commerce et de la vente à distance, sur un périmètre d'enseignes qui ont à la fois du e-commerce et des magasins. En 2020, évidemment, porté par la pandémie, le digital a augmenté de 53% en termes de vente sur le marché français, et le click and collect a augmenté de 46%. Nous avons voulu faire un comparo avec nos clients qui utilisent notre plateforme de Proximis, et les ventes des clients de Proximis ont augmenté, eux, de 232% sur le e-commerce, en utilisant évidemment cette notion de commerce unifié en ligne et en magasin. Et l'usage du click and collect a augmenté de 602%. Il faut faire une différenciation entre le click and collect express et le click and collect qui vient finalement d'un produit envoyé depuis l'entrepôt et qui utilise le magasin comme point de collecte. Et le vrai click and collect, ce qu'on appelle nous le vrai click and collect, c'est l'usage finalement du stock de magasin. Ça a plusieurs vertus. Première vertu, c'est que vous rendez le produit disponible tout de suite pour le consommateur. Et en plus, vous n'avez pas de frais de préparation à l'entrepôt, d'expédition, d'empreinte carbone, de réception, et qui peut être finalement devenir un coût si le client qui a fait ce click and collect en point de collecte finit par rendre le produit. C'est-à-dire que finalement, vous n'aurez pas fait la vente si jamais il devait rendre le produit, mais vous avez dépensé tous les coûts de préparation pour faire de votre point de vente un point de collecte. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le click and collect doit être un outil qui utilise le stock du magasin. Et ça, l'augmentation des ventes chez nos clients, si leur augmentation est supérieure à la moyenne du marché français, c'est qu'elles-mêmes gagnent des parts de marché. Et enfin, je termine sur cette slide, qui est un slide qui est tourné vers l'avenir, qui est de dire, aujourd'hui, notre plateforme est une plateforme headless, ce qui veut dire qu'on peut y ajouter des canaux très facilement. Tout ce que vous avez construit pour collecter la donnée avec votre ERP, votre WMS, votre PIM, votre CRM et les stocks des magasins, vous allez pouvoir la rendre disponible non seulement sur l'e-commerce ou le magasin physique, mais aujourd'hui, on est en train de connecter beaucoup plus de technologies comme les cabines connectées, Instagram, Facebook, etc. Le live shopping, on en a parlé tout à l'heure avec Nicolas Houzé également. Il faut savoir que le live shopping en Chine aujourd'hui représente 14% des ventes totales. Hein. Je parle mélanger magasin et e-commerce. Et ça veut dire qu'en un an, le live shopping s'est démocratisé au tel point que ça a dépassé l'équivalent du chiffre d'affaires du e-commerce en France, hein, le 14%. Là où nous on fait, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Houzé, je fais entre 8 et 15% en e-commerce. Donc, la capacité d'accueillir des nouveaux canaux, c'est aussi la garantie d'être résilient et d'accompagner finalement l'avènement de nouveaux comportements de consommateurs qui vont utiliser des nouveaux canaux de points de contact et d'achat auprès des enseignes. Merci Tavi. La tradition, pour ce témoignage très intéressant, la tradition de la chaire, c'est toujours de terminer par une start-up qui vient à la fois présenter ce qu'elle fait. C'est aussi une des fonctions de la chaire, hein, d'être un forum des connaissances, des idées, des nouveaux acteurs, etc. Et en même temps, compléter l'analyse théorique au début, puis de témoignages par les autres professionnels de chaque séance. Donc merci vraiment pour ce. Je crois qu'on était vraiment dans cette perspective-là. Alors évidemment, ça pose la question. On voit que la plupart sont des chaînes. Une des questions qu'on reposera plus tard dans la chaire, c'est quid des commerçants indépendants, etc. et comment on arrive à les unifier avec ces technologies alors qu'ils n'ont pas la capacité d'être organisés en chaîne. Je regarde juste, avant de rendre la parole à notre présidente pour la synthèse, si nous avons des questions. Je crois que c'est très clair, donc il n'y a pas de questions. Et comme nous voulons rester dans le timing, je vais sans plus tarder rendre la parole à Elisabeth Denner, associée chez Bearing Point et qui est notre présidente. Merci Olivier. Avant toute chose, je voulais remercier au nom de l'ASCP et de Bearing Point nos intervenants de ce matin, donc Nicolas Houzé, Eric Vandenrich et Tavi Kempton pour les présentations très riches et très complémentaires de ce matin. Je suis ravie qu'à quelques jours du premier triste anniversaire du premier confinement, puisque c'était le 17 mars 2020 l'année dernière qu'on ait pu vous présenter ce matin dans cet épisode 3 un bilan à froid
de cette crise Covid, avec une première prise de recul et un certain nombre de chiffres clés que nous avons partagés avec vous ce matin. Je crois que le secteur du retail est probablement celui qui a été le plus fortement disrupté par la crise Covid, avec évidemment la fermeture des magasins, l'impact sur les modes de consommation, la fameuse dichotomie entre magasins essentiels, non essentiels, évidemment l'impact humain énorme qu'a représenté cette crise pour le retail, avec une tentative quand même d'atténuation des politiques publiques. Il faut savoir aussi que le retail, c'est un travailleur sur 12 et ça représente 3,5 millions de personnes en France. Donc, on voit que le secteur a enregistré une baisse de chiffre d'affaires très importante, c'est 10% en moyenne, 20%, un peu plus de 20% sur le retail non alimentaire par rapport aux chiffres qui étaient présentés par Nicolas tout à l'heure. Donc de manière logique, on voit qu'on avait des enseignes qui étaient déjà malades suite à la crise des Gilets jaunes et que la crise a fini par achever. Je pensais à Linéa, Camailleux, à Conforama, André dont tu as parlé ta vie tout à l'heure. Et je crois aussi que cette crise, comme toutes les crises, a été un accélérateur de tendance. Donc, on a eu, avec toi, Olivier, et puis ensuite avec nos intervenants, un panorama de ces nouvelles tendances. Je pense qu'il y avait déjà été de toute façon initié avant la crise. J'en retiendrai 4 ou 5. Évidemment, la première, c'est une accélération incroyable du digital. Avec un véritable effet fusée. Si je regardais les chiffres de la FEVAD, la part de l'e-commerce dans le chiffre d'affaires du retail était un petit peu moins de 10% en 2019 et est passé à 13,4% en 2020. Il y a 17 400 sites qui ont été ouverts en 2020, donc on a eu un effet fusée incroyable, qui d'ailleurs en France n'a pas profité tant que cela à Amazon, puisque certes, Amazon, dont on a beaucoup parlé pendant la crise, a gagné 7% de chiffre d'affaires, mais en réalité a perdu des parts de marché. Ce qui est passé la part de marché d'Amazon est passée de 22 à 19 sur l'année 2020. La deuxième tendance que je retiendrai, dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, c'est évidemment l'accélération des services omnicanaux et de manière générale des nouvelles formes de services augmentés, dont évidemment le live stream que Tavi a rappelé tout à l'heure. Et puis, dans les autres tendances que je retiendrai, évidemment, la modification très profonde de la demande et des comportements d'achat, avec une attention accrue portée à la santé et aux occupations d'intérieur, cette rétractation sur les fondamentaux autour du foyer dont tu parlais. Olivier, d'ailleurs, je regardais quels étaient les produits qui avaient été le plus commercialisés dans la grande distribution alimentaire. Alors, évidemment, on est en plein dans le cocooning, si je puis dire. Le premier produit, c'est le Ricard. Et puis, en hors boisson, c'est le Nutella. Donc, on est vraiment dans cette logique de recentrage. J'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé le motto que nous a proposé Eric sur le tricot entre mecs. J'avoue avoir découvert ce matin cette pratique. Et puis, évidemment, une autre tendance très forte dont on a eu l'occasion de parler beaucoup pendant la chaire, c'est cette accélération sur une consommation locale, sur une préoccupation environnementale. Et là, évidemment, je crois que ce qui est très important aussi, c'est de retenir le green gap dont tu as parlé, Olivier, cette schizophrénie citoyen-consommateur entre une volonté très forte et très appuyée des consommateurs de privilégier des marques avec un impact positif et une réalité, au fond, qui est un petit peu moins vraie dans les chiffres. Et sur cette question environnementale et sociétale, j'avais aussi envie de souligner le motto que nous a proposé Eric. Sur ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, piqué à Danone, où une entreprise engagée pour ses clients doit l'être avant tout avec elle-même. Donc voilà pour les tendances. Et puis évidemment, au plan technologique, on sait bien que cette évolution vers le commerce unifié n'est pas magique. Il faut une plateforme, il faut un stack technologique. Donc je pense que c'était très important ce matin qu'on puisse avoir aussi une présentation courte mais efficace de Tavi sur ce qu'on appelle un OMS et qui justement permet aux enseignes d'être au rendez-vous. Et je pense que ce qui était intéressant aussi, c'est que ça nous a permis de démystifier le time to market de ce type de plateforme, puisque les délais qu'évoque Tavi sont entre 3 et 7 mois, donc on est sur des délais qui sont relativement raisonnables par rapport à la mise en place de solutions IT, ce qui peut toujours faire un petit peu peur. Donc c'est vrai que nous, on voit beaucoup, nos clients accélèrent fortement sur l'omnicanalité et donc accélèrent fortement sur ce type de plateforme, et Proximus fait partie des plateformes les plus agiles et les plus intéressantes du marché en la matière.
Voilà, je vous donne en tout cas avec Olivier, on avait envie aussi de réenchanter les conférences de la chaire. Donc, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un voyage en Italie. Donc, puisque nous ferons la prochaine conférence depuis Turin. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous. Et je crois que la météo fait un clin d'œil à Eric, puisqu'il fait très froid en tout cas en ce moment à Paris. Donc, voilà, à vos tricots et à très vite pour la prochaine conférence.